Connectez-vous, on se laisse. Connectez-vous, on se laisse. Connectez-vous, on se laisse. Partagez le direct et abonnez-vous massivement. Partagez le direct. Chers parents, chers amis, chers frères. Partagez le direct. Partagez le direct et abonnez-vous. Le titre de la vidéo est clair. Hein? Bon. Ah, désolé pour les musulmans. Je sais que vous êtes en carême et devant vous j'ai mangé. C'est pas bien, mais désolé, pardonnez-moi. En dehors de ça, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous massivement, partagez le direct, chers parents. Bon, on va aller très vite. Vous savez que avant d'arriver sur la situation en Ukraine, parlons de son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, hein, et de Guillaume Soro, c'est très important. Atia, bon, c'est juste pour faire rigoler un peu, hein, les croyants musulmans qui traversent une situation difficile, parce que le carême, ce n'est pas facile. Surtout en Afrique, il fait très chaud. Le soleil est au zénith, c'est-à-dire, ça y est, hein, juste au milieu, ça fait au moins 45 degrés. Et les gens ont besoin un peu de trucs, de se rafraîchir la gorge. Mais c'est pas facile, puisque au nom de la croyance des musulmans, voilà, il faut tenir le coup jusqu'à ce que la fête arrive. Et donc, avant la fête, bon, écoutez, ceux qui ont les moyens, qui peuvent aller dans le bastion de la religion musulmane, qui est la Mecque, alors ils payent leur billet d'avion, ils se déplacent pour aller visiter un peu la Mecque et aller prendre le Douaou et adresser leurs prières, hein, à leur Dieu. Donc, c'est très important. Et donc, imaginons un instant, Atia. Bon, ça, c'est le président Alassane, hein? C'est sa photo. Voilà. Imaginons, de vous à moi. Bogota, Soro Diom. Bon, heureusement, il est chrétien, donc il ne peut pas se croiser avec Alassane Ouattara à la Mecque. Mais imaginons s'il était musulman et que pendant ces moments difficiles, il décidait aussi, lui aussi, d'aller adresser sa prière, hein, à Dieu à la Mecque. Et pour prendre aussi son douaou, parce que c'est très important, hein, quand tu es dans une situation pas possible, il faut adresser tes prières les plus sincères à ton créateur, à ton Dieu. Donc, imaginons que Soro Diom, lui aussi, il était musulman. Et qu'il décidait, dans cette période difficile, d'aller à la Mecque. Et Alassane Ouattara, dans cette période difficile, d'aussi aller à la Mecque. Tous deux, hein, s'y retrouvent dans le but d'adresser leur prière à Dieu. Imaginons Atia et puis ils se croisent. Imaginons ils se croisent à la Mecque là-bas, c'est mou. Ah, vous pensez qu'ils vont se saluer bonjour, bonjour. Imaginons Alassane Ouattara et Soro Diom se croisent à la Mecque, Atia. Ils vont oublier Allah tout de suite. C'est coup de poing. Soro Diom va dire, mais c'est pas le vieux là. C'est lui qui me met la vie dure. C'est à cause de lui que je ne peux plus arriver dans mon pays. C'est à cause d'Alassane Ouattara, je cours. Je suis maintenant exilé. Ouattara, je t'ai fait quoi? Ouattara, te voici, me voilà à Douricha n'est pas là. Réglons nos problèmes à la Mecque ici en même temps. Réglons ça, les Saoudiens vont nous regarder encore se laisser en même temps. Atia,
J'imagine coup de poing de Thierry Banani sur le visage dans la salle. Il va mettre un bagaille. Tout ça pour se venger à Tia. Ça va pas être facile. Je ne peux pas voir Thierry Banani croiser à la Saint-Ouattara à la Mecque. Tous deux savants demander Douaou. Et puis, ils tombent nez à nez. C'est comme le gibier et le lion. Hein? Ils tombent nez à nez à Tia. Vous pensez que Thierry Banani va dire, monsieur le président, mais non. Abdou Richard n'est pas là, il n'y a plus histoire de président. Il n'y a pas un FSI là-bas à Tia. Ils vont se laisser chez les Arabes là-bas. Il va dire les Saoudiens, laissez-nous. C'est mon président, je sais pourquoi on gère. Coup de poing de Thierry Banani, billard. J'ai des jambes dans la salle, votre coup de tête. Si Thierry Banani dort, ça fait bon. Tout le monde va les regarder là-bas, à la Mecque là-bas. C'est mou. Et ça va faire la une de tous les journaux du monde. Donc c'était juste pour rigoler. C'était juste pour rigoler, pour dire si Soro Diom et Alassane Ouattara arrivaient à se croiser à la Mecque. Heureusement que si Soro Diom est chrétien, s'il était musulman, les deux allaient se croiser. Mais s'ils se croisaient là-bas, c'est coup de poing africain. Ils allaient se mater là-bas. Là-bas, il n'y a pas FSI, il n'y a pas Abdou Richard. Il n'y a pas histoire de trucs aussi bien activistes de Soro Diom. Donc, c'est fa. Même s'ils ont des gardes de corps, chacun a ses gardes de corps. Ils n'ont pas droit aux armes. Donc, ils sont désarmés là-bas. Les gardes de corps de Soro Diom vont s'affronter les gardes de corps dans la salle de Ouattara. Soro et Ouattara s'affrontent. Les gardes de corps s'affrontent. Et puis, c'est gâté à la Mecque là-bas. Ils vont se laisser là-bas. Ils vont se chicoter. Ils vont oublier cette histoire de prière. C'est vers la fin. Ils vont dire à la fin, nous pardonne. Quand Alassane va rentrer en Côte d'Ivoire, il dit à Abdou Richard, tape-moi le PV. Ce petit-là, il est insolent. Ce petit, moi, Alassane, il ne sait pas que j'ai travaillé au FMI. Il ne sait pas que je suis réputé pour quelqu'un qui a redressé l'économie du Japon. C'est à moi, Alassane. Il a osé s'affronter à moi. Mais non, mais ce petit-là, il va me sentir. Ce petit-là, il va me sentir. Il dit à Abdou Richard, mais qu'est-ce que tu attends? Tape-moi le PV. Dans le cas contraire, je vais te démettre de tes fonctions. Il faudrait qu'il soit arrêté immédiatement. J'en ai marre. J'en ai assez de ce petit Thierry Banani. Et il ose m'humilier devant les Saoudiens. Mais non. Brahima, comment il s'appelle même? Le ministre de la Défense. Il dit, mais écoute, qu'est-ce que tu attends? Tes services secrets ne sont pas performants. Je vous ai dit de m'attraper ce petit voyou. Hein? Et depuis là, vous tardez, vous ne foutez rien. Mais écoute, si tu ne peux pas, ce n'est pas parce que tu es mon frère que je vais encore patienter longtemps. Je te donne au moins 2 mois pour que tu puisses m'attraper ce dernier, ou bien pour que tu puisses me donner une leçon à ce dernier. Dans le cas contraire, je vais te démettre de tes fonctions parce que j'en ai marre. C'est moi, Alassane. Il ne sait pas qu'avec mon téléphone, Charles qu'on a banni, j'ai enlevé Laurent Gbagbo dans le bunker. Et lui, Soro, il ose me défier à la Mecque. Maintenant, il va me sentir ce petit. Où la technologie est avancée. Avec un téléphone, Charles qu'on a banni, j'ai pu arrêter Gbagbo au moment où il y a des téléphones Android. C'est là il ose s'affronter à moi, mais il va me sentir. Et là, ça va dégénérer. Donc, voici un peu ce que je tenais à dire. Alors, c'était juste pour rigoler. C'était juste pour rigoler. Et je sais qu'il y a des gens qui sont en carême, mais qui vont oser m'insulter. Je vous ai dit, c'est juste pour rigoler. Voilà, donc ceux qui vont regarder, qui vont prendre ça au premier degré, mais Dieu va vous maudire. Voilà. Ceux qui vont prendre ça au premier degré pour dire, qui vont m'insulter, ou bien qui vont faire truc, c'est Dieu qui va vous maudire. Ou bien vos malédictions vont se retourner contre vous. Retour à l'envoyeur d'ailleurs. Voilà, il faudrait que ça soit clair. Pour ne pas que quelqu'un fasse l'erreur à vouloir me maudire ou m'insulter. Quiconque me maudira recevra sa propre malédiction. Il faudrait que ça soit clair. Je suis comme ça. Donc, j'ai averti tout le monde.
Tu me maudis, c'est toi qui prends ta malédiction. C'est un retour à l'envoyeur. C'est ce que mon Dieu fait. Quand il me protège, tu me maudis, Atia, ça se retourne contre toi. Donc il faudrait que ça soit clair. Donc alors, nous allons partir maintenant en Ukraine. Mesdames et messieurs, la situation sur le terrain évolue. Évolue chaque fois que les jours passent, ça évolue. Mais vous ne le saurez jamais. Regardez les chaînes arabes. Je ne sais pas si vous comprenez arabe d'ailleurs, mais ceux qui comprennent arabe, ils sauront. Ils vont bien suivre la situation parce que si vous vous limitez sur les chaînes, même stream qu'on connaît d'habitude, je n'ai plus envie de citer le nom de une chaîne quelconque, mais écoutez, regardez aussi d'autres chaînes et vous verrez que la carte que les gens vous montrent, non, ils sont ici et puis vous voyez une petite zone, c'est du n'importe quoi. Les territoires occupés sont grands, Voilà, c'est pas une petite affaire. Et aujourd'hui où je vous parle, les Russes gagnent du terrain. La Russie est en train de gagner du terrain face à l'Ukraine. Mais ce qui est marrant dans tout ça, les deux côtés utilisent des armes. Les gens nous ont fait comprendre que les armes occidentales étaient les meilleures armes du monde, n'est-ce pas? Les armes occidentales étaient les meilleures armes du monde. Et que les armes russes ne sont pas les meilleures. Sont du n'importe quoi, sont de la camelote. C'est-à-dire, comment je dois appeler ça? Yugu. Voilà, les armes yugu, les armes à Dokafre. Mais écoutez, ce que les Russes utilisent sur le champ de bataille, ce sont les armes des années 70. Est-ce que vous comprenez? Les armes des années 70. Donc 80, 90, 2000, 2010, 2020. Ce sont des armes conçues il y a de cela 50 ans. Est-ce que vous comprenez? Les Russes utilisent des chars de guerre qui ont été conçus il y a de cela 50 ans. C'est-à-dire, moi, l'incontournable guerre complet, je n'étais même pas encore né quand ces chars étaient fabriqués en Union soviétique. Je n'étais pas encore né. Et parmi vous, beaucoup n'étaient pas encore nés, mes frères. Lorsque les Russes fabriquaient ces chars, c'est l'Union soviétique. Donc, ces chars sont âgés de 50 ans. D'autres même plus que 50 ans. Mais aujourd'hui, ils utilisent ces chars-là sur le champ de bataille et ils gagnent du terrain face aux nouvelles armes occidentales livrées à l'Ukraine. Vous ne voyez pas. C'est cette comparaison que je veux faire d'abord pour que les gens comprennent. Tapez le T-72, le T-80. Ça date de quelle année? Parce que c'est ça les Russes utilisent d'abord. Les armes, les T, où on dit les chars russes ont une certaine faiblesse. Et que la tourelle du char, c'est-à-dire là où le canon est, quand on tape, ça saute. C'est parce que dans les années 70, les soviétiques, quand ils avaient décidé de fabriquer ce char, et en fabriquant ce char, ils ont mis, c'est-à-dire là où les munitions devraient être à l'intérieur du char, c'est là où la tourelle est. C'est-à-dire là où le pilote du char est, c'est en même temps là-bas que les munitions sont. Donc quand les missiles anti-char sont lancés, ça vise la tourelle. Et quand ça frappe là-bas, les munitions qui sont à l'intérieur du char s'explosent. D'où l'injection de trucs de la tourelle. Donc ça jette là où le canon est et ça s'enlève. Mais c'est une technologie des années 70. Ce n'est pas une technologie des années 2000. Ce n'est pas une technologie des années 2020. Il faudrait que les gens le comprennent. Parce que les nouveaux chars russes ne sont pas encore utilisés sur le champ de bataille. C'est les T-14 à Mada. Je sais que beaucoup voient ces chars. Lorsqu'il y a le défilé militaire et tout, la Russie fait sortir certains chars qu'on appelle T-14 à Mada. Et aussi, il y a d'autres trucs, nouveaux chars qu'ils ont fait sortir, mais ils n'ont pas encore utilisé sur le champ de bataille là, leurs nouvelles armes. Et les nouveaux chars ne sont pas encore utilisés. Ils utilisent des chars vieux de 50 ans à 60 ans sur le terrain, face aux nouvelles armes occidentales. Mais malgré cela, la Russie avance. La Russie prend du terrain.
Donc vous devez comprendre ce que les gens essaient de vous faire comprendre. Non, la Russie, hein, la technologie de l'armement russe n'est pas... Non, la Russie a une avance technologique militaire sur l'Europe, sur l'Occident. Il faudrait que les gens le sachent. Malgré la coalition de 40 pays. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas une question d'Ukraine-Russie. Si c'était une question d'Ukraine-Russie, il y a longtemps l'Ukraine était déjà tombée. Il y a longtemps l'Ukraine serait déjà tombée. Il y a longtemps la Russie aurait déjà envahi toute l'Ukraine. L'Ukraine n'allait pas résister une semaine à un assaut russe. Si l'Ukraine résiste, c'est parce que c'est une guerre d'interposition. Une guerre entre Russie et OTAN sur le territoire ukrainien. Mais l'OTAN ne va pas en Ukraine officiellement. Les militaires otaniens vont là-bas sous forme de mercenaires. C'est-à-dire ils utilisent le terme mercenaires. Ce sont des mercenaires, ils sont libres, ils vont là-bas de leur propre gré. Mais en réalité, c'est du mensonge. Ils vont là-bas sous l'ordre du commandement otanien. Donc ils vont là-bas parce que leurs États, leur gouvernement leur ont demandé d'aller là-bas. Et ce ne sont pas des petits militaires, ce sont des militaires qui sont en exercice. Mais au grand jour, ils disent non, ce sont des mercenaires qui vont là-bas et qui prennent leurs propres décisions. De peur de voir la Russie utiliser une force brutale contre leur territoire, c'est-à-dire les territoires d'où viennent ces trucs, ces armes, d'où viennent ces trucs, ces soldats. Donc, devant le public, dans les journaux, ils disent non, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Mais nous aidons l'Ukraine face à la Russie, mais nous ne sommes pas en guerre. Ce sont des termes qui sont utilisés pour éviter, pour faire croire aux Russes qu'eux, ils ne sont pas impliqués là-bas. Et que les soldats qui sont capturés par les Russes, ce sont des soldats qui vont là-bas de leur propre gré. C'est-à-dire, leur propre volonté, ils s'en vont là-bas. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et ces armes qui viennent, ce ne sont pas des armes qui font 50 ans, ce sont des nouvelles armes. C'est-à-dire l'Australie envoie des armes, la Nouvelle-Zélande envoie des armes, l'Amérique, les armes que l'Amérique envoie, ce ne sont pas des anciennes armes. Hein. Les drones, ils envoient des drones, même les drones Bayraktar, c'est-à-dire les drones russes, ce sont des drones de nouvelle génération. Face à ces drones, il y a des chars âgés de 50 à 60 ans. Des missiles anti-aériens, Thor. Mais les Thor là, ce sont des batteries anti-aériennes des années soviétiques. Ça date de longtemps. Et ce sont ces batteries anti-aériennes qui abattent les drones occidentaux. Nouvellement construits. Hein? Nouvellement construits. Et ces chars âgés de 50 à 60 ans font face aux nouveaux chars occidentaux sur le terrain. Mais malgré ça, les vieux chars avancent. Donc vous devez comprendre la technologie de pointe que l'Union soviétique avait. La technologie de pointe que la Russie a. C'est très différent. Parce que dans ce monde, je n'ai jamais vu un pays contre lequel il y a une coalition de 40 pays qui lui fait front. Et ce pays, sur le terrain de bataille, réussit à avancer. Même les États-Unis n'ont jamais été confrontés à une telle coalition. Je dis bien même les États-Unis d'Amérique, des premières puissances du monde, n'ont jamais mené une guerre, et dans cette guerre, 40 pays du monde vont s'unir pour faire front contre les États-Unis, et on va voir les États-Unis prendre du terrain. Jamais depuis que l'histoire existe, les Américains n'ont jamais mené une guerre, et face à eux, une coalition de 40 pays vont se coaliser pour contre-attaquer les États-Unis. Et les États-Unis, sur le terrain de bataille, ils vont gagner. Au contraire, c'est eux qui font coalition pour aller attaquer. Ils n'ont jamais attaqué seuls. Parce que faites la part des choses. Quand on dit puissance militaire, ça veut dire que tu es sûr de toi, toi seul, sans alliés, sans personne sur le plan militaire, de t'engager face à un État fort, militairement parlant, l'attaquer et vouloir remporter la victoire. Mais tu ne fais pas une coalition pour dire aidez, mettons-nous ensemble pour attaquer. Quand c'est comme ça, c'est que ta puissance militaire n'est pas encore mise à l'épreuve.
n'est pas encore mise à l'épreuve. Mais ce qui se passe en Ukraine, c'est la puissance militaire russe qui est mise à l'épreuve. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui disent la Russie est face à l'Ukraine, petite Ukraine, la Russie ne peut pas. L'Ukraine n'est pas petite. Hein? Ah oui, l'Ukraine est plus grande que la France. Bon, j'essaie de faire comprendre ça aux gens. L'Ukraine fait 2 fois la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas un petit pays. La superficie même est très grande. L'Ukraine, c'est 45 millions. Ce n'est pas 20 millions, ou 28 millions, ou 25 millions. Donc, c'est un pays qui est grand, un pays qui est aussi peuplé. Parce que dans ce monde-là, si on veut voir les pays peuplés, vraiment, il faut se réveiller le matin. Parce que les pays qui sont grands ne sont pas forcément peuplés. Voilà le Mali qui est grand. Est-ce que le Mali est peuplé? Est-ce que le Mali, les habitants maliens, ils font 30 millions? Est-ce qu'ils valent 30 millions? Mais non. Il y a d'autres. Voilà la Libye qui est grande. Est-ce que la Libye, les Libyens, ils font 20 millions? Ils n'atteignent même pas 20 millions. Donc, tous les pays qui sont grands ne sont pas forcément peuplés. Il y a des pays qui sont grands mais qui ne sont pas peuplés. Donc, il faudrait que ça soit clair. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Ukraine fait 2 fois la Côte d'Ivoire. L'Ukraine fait 1 fois la France et demi. Donc, vous comprenez? C'est une puissance militaire, l'Ukraine. Même si on donnait des milliards à Paris, c'est-à-dire à la France, d'aller attaquer elle seule l'Ukraine, la France ne peut pas oser attaquer l'Ukraine. Moi, je vous mets au défi, la France seule, une guerre de haute intensité contre l'Ukraine. On dit, les Français, allez-y, combattez l'Ukraine. Ils ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, en 1 semaine, ils vont éliminer les soldats français. Ils ne peuvent pas tenir en 1 semaine. C'est mou. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'Ukraine, ce n'est pas un petit pays. C'est un pays qui est grand. Et technologiquement parlant, sur le plan militaire, l'Ukraine a une très grande expertise qu'elle a héritée de l'Union soviétique. Et les Ukrainiens ont aidé les Coréens du Nord à construire leurs bombes atomiques. L'arme atomique que les Nord-Coréens font, les Ukrainiens, les scientifiques aux Ukrainiens les ont aidés. Donc l'Ukraine, c'est un pays qui est militairement avancé. C'est parce que la corruption fait rage là-bas. Voilà pourquoi. Sinon, les ingénieurs ukrainiens, ils sont forts. Ils sont forts. Ah oui, les ingénieurs ukrainiens, ils sont forts. Même Erdogan avait dit, avant que la Russie n'attaque l'Ukraine, Erdogan, la Turquie était convaincue que la Russie ne pourra jamais attaquer l'Ukraine parce que l'Ukraine est un État fort et militairement puissant. Et avec l'aide occidentale, ils ont cru que, avec l'aide occidentale, la Russie ne pouvait jamais, dans ses grands rêves, attaquer l'Ukraine. Et c'est ce qu'ils avaient programmé. Parce que pour eux, militairement parlant, la Russie n'allait pas pouvoir envahir l'Ukraine. Donc ils étaient convaincus qu'avec l'Ukraine, il fallait menacer la Russie avec l'Ukraine. Il fallait utiliser l'Ukraine pour menacer la Russie parce que la Russie n'allait jamais oser s'apprendre à l'Ukraine. Et donc ça allait permettre aux Occidentaux de placer tout ce qu'ils voulaient sur le territoire ukrainien. Mais la réalité est autre chose. Parce que les Ukrainiens, ils peuvent frapper jusqu'à Moscou avec des missiles, Toshka, des missiles balistiques qui ont eu une très grande portée. Ces missiles ont des portées, une grande portée. Et quand ça frappe, ça détruit beaucoup. Ils ont des missiles anti-navires, ils ont leur propre truc, ils ont leur propre missile anti-char qui fabriquent des... Ils ont une technologie, ils fabriquent leur propre avion, ils fabriquent des bateaux de guerre. C'est rare de voir des pays de ce monde-là fabriquer tout ça. Et les Ukrainiens, ils ont les plus gros avions militaires du monde. Est-ce que vous comprenez? Les Ukrainiens ont les plus gros avions militaires du monde. En matière de tonnage, ils portent beaucoup de tonnes. Et la France a utilisé ces avions militaires ukrainiens pour ses opérations au Mali et dans le Sahel. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Mais, là, ce qui se passe, c'est la puissance de feu de l'armée russe qui est mise à l'épreuve. Mais ce n'est pas toute la puissance de feu.
de l'armée russe. L'armée russe fait comme ça parce que les zones où la bataille se déroule, c'est une partie que la Russie veut récupérer. C'est une partie où la population parle russe. Et donc la Russie les considère comme un peuple frère. Et donc pour verser un déluge de bombes, ça va être beaucoup de trucs. C'est pas bon. Parce que si la Russie veut détruire totalement cette partie de l'Ukraine, elle risque de commettre assez de génocide vis-à-vis de la population russe, russophone de cette partie. D'où Poutine dit une opération spéciale. Au début, il voulait éviter assez les civils. Donc, ils avaient perdu assez de chars. Ils avaient perdu assez de trucs, assez d'hommes. Parce qu'en voulant éviter les Ukrainiens, eux, ils n'en ont rien à foutre. Eux, ils enflamment seulement. Mais à la deuxième phase, ceux qui vous disent non, le 9 mai arrive, il faudrait que Poutine brandisse une victoire. Et qu'il doit prendre coûte que coûte le Donbass. S'il n'arrive pas à prendre le Donbass, c'est un échec. Mais est-ce que Poutine, lui, vous a dit, vous avez déjà appris, ou bien attendu quelque part, que Poutine dit, le 9 mai, il veut brandir une victoire. Et donc, il lui faut tout le Donbass avant le 9 mai. Il n'a jamais dit ça. Ça, c'est une pensée occidentale. Ce sont les Occidentaux qui pensent que le 9 mai arrive, donc il faut une victoire. Poutine n'a jamais dit ça. Les Russes n'ont jamais parlé de 9 mai. Donc, ça, ce sont les Occidentaux qui se fixent une telle date. Et quand ça va arriver, Poutine, quand il va continuer de poursuivre ses opérations, ils vont dire, ah, il a échoué. Il pensait que le 9 mai, il allait tout récupérer, mais il a échoué, il n'a pas pu tout récupérer. Et donc, c'est un échec. Donc, il prépare déjà les esprits des uns et des autres pour faire comprendre aux gens que le 9 mai, la Russie pense récupérer tout le Donbass. Et que si le 9 mai arrive et que le Donbass n'est pas encore totalement tombé, alors ça sera un échec total pour la Russie. Mais c'est du n'importe quoi. Ça, c'est une pensée occidentale. Poutine dit que ses objectifs vont être atteints. Soit par les négociations, ou soit par les options militaires. C'est clair. Soit les Ukrainiens négocient, soit les actions militaires vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. Et il a dit qu'à chaque fois que les jours passent, les négociations se réduisent. Est-ce que vous comprenez? Il dit, à chaque fois que les jours passent, l'Ukraine risque de devenir un État fédéral. C'est-à-dire qu'ils vont diviser l'Ukraine par région ou par ville. Et chaque ville va avoir son gouverneur. Et c'est ce que Poutine a fait comprendre. Que non, les chances au niveau de Kiev diminuent chaque jour qui passe. Donc, si Kiev est intelligent, c'est le moment de négocier pour mettre fin à ça. Mais si Kiev veut poursuivre sa guerre, parce que les Ukrainiens sont convaincus qu'ils vont gagner. Ah oui, 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 ils sont convaincus. Et c'est ce que les Occidentaux leur font comprendre, que vous allez gagner. Et que nous, on va vous soutenir. Donc, ils ont cet espoir que non, tôt ou tard, ils vont gagner, ils vont libérer tout l'Est. Et même, ils vont aller même jusqu'en Crimée pour libérer la Crimée. Et donc, ils sont convaincus. Donc, ils ne voient pas les réalités qui se passent. Mais est-ce que les Occidentaux vont rester dans cette cadence pendant longtemps? Ah oui. Est-ce qu'ils vont rester là-dedans pendant longtemps? Parce que les armes qu'ils fournissent à l'Ukraine, ce n'est pas gratuit, hein, c'est payant. Mais l'Ukraine ne leur donne pas l'argent automatiquement. Puisque l'Ukraine n'a rien. L'argent ne rentre plus en Ukraine. Donc ça veut dire les Occidentaux, ils donnent des armes à crédit. Mais tu ne peux pas vider l'industrie de ton armement. Donner ça, et puis en retour, il n'y a pas de bénéfice qui rentre. À un moment donné, les industries risquent de tomber. C'est-à-dire, toi, tu as une usine de production d'armes. Le pays, tu soutiens un pays qui est en guerre. Et tu dis, bon, on va vous soutenir jusqu'à vous allez gagner. Mais tu leur vends les armes. En retour, ce pays en question n'a pas les moyens pour te donner cash. Donc, tu leur vends les armes à crédit. Le jour où ils vont être stables, ils vont payer un peu. Mais eux, s'ils ne sont pas stables, à chaque fois, tu es obligé de fournir beaucoup d'armes. Mais quand tu produis beaucoup, tu fournis. Et qu'en retour, tu n'as pas le cash tout de suite. Mais tes employés, tu les payes comment? Et donc, à un moment donné, les Occidentaux vont voir que eux-mêmes, ils investissent et en retour, ils n'ont rien. Donc, d'autres vont dire non, on ne veut plus soutenir. D'autres vont commencer à se retirer
d'autres vont commencer à ne plus vouloir faire truc. Mais Poutine, lui, ça l'arrange. Poutine, ce que les gens vous font comprendre que non, la guerre va ruiner la Russie, on va affaiblir la Russie, militairement parlant, il faut démilitariser la Russie pour ne plus qu'aucun État voisin russe ne puisse être encore une nouvelle cible de la Russie. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Parce que ce que les gens ne vous disent pas, tant que la guerre est maintenue, le prix des hydrocarbures s'élève. Et donc, du coup, ça arrange les Russes. Puisqu'ils vont vendre leur gaz cher, leur pétrole cher. Ce qui fait que, même la guerre qu'ils font là, hein, cet argent est remplacé automatiquement et ils ont encore des bénéfices. Donc, tant que la guerre est là, non seulement le prix du blé, ça va s'élever. Et donc, les Russes ne vont plus vendre le blé à un bas prix. Ils vont vendre ça à un prix élevé. Le pétrole, ils vont vendre ça à un prix élevé. Le gaz, ils vont vendre ça à un prix élevé. Et le système qu'ils ont mis sur pied, on va arriver sur le système gazier tout de suite. Qu'ils ont mis sur pied, ça soutient le rouble. Et donc, du coup, les Russes ne perdent pas dans cette histoire de guerre. Au contraire, ils gagnent des bénéfices. Et donc, quand la guerre est maintenue, l'argent rentre. L'argent, ça rentre. Et donc, Poutine, ce que les gens disent, on va les détruire. Non, au contraire, il s'enrichit. Les Européens se plaignent. En 2 mois, il a eu 67 milliards. Est-ce que vous comprenez? Dans cette histoire d'hydrocarbures que la Russie vend, 2 mois, 67 milliards qui sont rentrés déjà dans les caisses du Kremlin. Mais est-ce que vous pensez qu'en 2 mois, la Russie a déjà dépensé 67 milliards dans cette histoire de guerre? Mais non. Ils ne dépensent même pas 67 milliards dans cette guerre. Peut-être s'ils ont trop dépensé, c'est au moins 10 milliards. Mais à la place de 10 milliards, il y a au moins 57 milliards qui remplissent les caisses. Donc, ils ne perdent rien. Peut-être ils peuvent perdre des hommes sur le terrain et des matériels militaires. N'oubliez pas que la Russie a 20 000 chars. 20 000 chars. A plus de chars que tout pays réuni. Europe plus Amérique. Donc si ils ont perdu 1000 chars sur le territoire ukrainien, ils n'ont même pas encore perdu 1000. Les chars qu'ils ont perdus là, ça n'en atteint pas encore 1000. Donc ça veut dire parmi les 20 000 chars ils ont beaucoup de chars. Il y a encore 19 000, quelques 300 chars qui sont là. Donc, si Poutine voulait massacrer assez de personnes ou bien détruire complètement l'Ukraine, il peut mobiliser 10 000 chars en une journée. Il peut dire emmener 10 000 chars sur pied. Prenez 1000 avions. Ah oui, la Russie a 4 000 avions, sans compter les hélicoptères, sans compter les drones et tout. Est-ce que vous comprenez? Il allait dire, bon, mobilisez-moi 1000 avions, 5000 chars, et les canons, les artilleries, sans compter les artilleries, parce que les gens ignorent la puissance de frappe russe. La Russie a au moins 20 000 chars, sans compter les artilleries, c'est-à-dire les hommes de Staline, les Smesh. Ce sont des canons, plusieurs bouches là. Voilà, et puis les missiles sont, ils en ont beaucoup. Ils ont produit beaucoup plus que tout pays réuni. Donc ils ont ça, ils ont beaucoup. Et ça a eu une portée de 60 km. Or, le canon César de la France, ça a eu une portée de 40 km. Donc vous voyez déjà la différence. Vous savez, les Smesh, les hommes de Staline, il y a leurs grands frères. Les hommes de Staline, ça, ce sont des armes qui avaient été produites lors de l'Union soviétique. Donc ça fait 50 ans que ces armes existent. Mais c'est avec ça la Russie avance sur le territoire ukrainien. Maintenant, les nouvelles armes, les Smesh, c'est comme les hommes de Staline, mais les tuyaux sont plus gros et moins nombreux. Mais ça a eu une portée de 60 km. Ils en ont beaucoup. Ils n'ont pas encore utilisé ça trop sur le territoire ukrainien. Et puis le torse, c'est-à-dire leurs armes thermobariques, quand ça frappe, ça allume partout. Ils en ont beaucoup, ils n'ont pas encore utilisé ça beaucoup en Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Et puis eux aussi, ils ont leurs canons, César, mais c'est différent de ceux de la France. Mais ils n'ont pas encore utilisé ces genres de canons qui ont une longue, et ça va loin. Ça a une portée de 80 km. Le canon César, là, ça a une portée de 80 km. On dit souvent ça peut prendre des mini-bombes atomiques. Pour la guerre, ça. Eux, ils n'ont pas encore utilisé.
Je ne vous parle même pas des nouveaux avions russes, des nouvelles armes et les nouveaux chars de guerre. Et ils n'ont même pas encore utilisé leur guerre électronique qui sont trucs. Donc arrêtez. Vous pensez que la Russie a déjà utilisé toute sa force de frappe? Mais c'est du n'importe quoi. La Russie n'a même pas utilisé toute sa force de frappe. Et quand les gens disent la Russie n'a plus de militaires, la Russie n'a plus de militaires. Ah, donc c'est la population qui manque maintenant en Russie. Il n'y a plus de population en Russie. Pour que les gens manquent là-bas pour venir combattre. Mais comment les gens peuvent berner les gens comme ça? Je tiens à vous dire en Russie là, depuis à l'âge de 7 ans, les gens ils font formation militaire. Ah oui? Ils font formation militaire de 3 ans. Chaque Russe a suivi une formation militaire pendant 3 ans avant de faire quoi que ce soit. C'est comme en Israël. Donc tous les Russes, garçons que vous voyez là, ils savent manipuler les armes. Donc eux tous là, ils sont des combattants. Ceux qui ne veulent pas faire formation militaire, ils fuient le pays. Dès leur bas âge, à partir de 7 ans, ils doivent quitter. Ils quittent le pays s'ils ne veulent pas être formés par l'armée. Donc vous tapez sur internet, vous allez voir des soldats, des petits soldats russes qui sont... Allez-y sur YouTube, tapez. Vous allez voir des petits Russes à 7 ans, on leur forme déjà. Ils apprennent. C'est-à-dire leur lieu de vacances, c'est pour aller dans des champs d'entraînement militaire, pour leur apprendre. Et quand ils grandissent un peu, ils apprennent encore. Et c'est comme ça les Russes, ils sont formés. Donc, et en dehors de ça, la Russie a au moins 900 000 soldats, sans compter les réservistes. Et au total, ils sont environ 2 millions. Mais ceux qui sont venus en Ukraine, ils sont 150 000. Donc, parmi 2 millions qui enlèvent 150 000, on dit, oh, la Russie n'a plus de soldats. Mais quelles sont ces conneries-là? Quelles sont ces conneries-là? Ils n'ont plus de soldats. Dans 2 millions de soldats, 150 000 sont sur le front. Et on nous dit qu'ils n'ont plus de soldats. Ah! Si vous avez appris qu'ils étaient 200 000, c'est parce qu'il y a les séparatistes, leurs soldats aussi, qui se sont ajoutés sur les 150 000 soldats. Donc au total, ça faisait 200 000 soldats qui sont sur le champ de bataille en ce moment. Donc la Russie a beaucoup de trucs. Et si la Russie était en guerre, vous pensez que la Russie n'allait pas mobiliser toute sa population? Puisque tout le monde sait manipuler les armes. Mais vous avez déjà vu Poutine dire non, on est en guerre, donc on mobilisons-nous. Toute la Russie n'a qu'à se mobiliser. Non, les gens ils font leur vie tranquillement à Moscou, ils font leur vie dans les autres villes. Et c'est pas les Russes, on ne prend pas les jeunes dans les rues pour dire tenez, allez-y. Non, ce sont des militaires. Donc voici un peu. Donc on ne suivait pas le narratisme occidental qui fait comprendre que non, il n'y a pas de soldats, la Russie n'a plus de trucs de munitions, la Russie n'a plus de trucs de matériel de guerre. Ah! Allez-y chercher sur internet le nombre de chars russes. C'est-à-dire si on additionne les chars français, les chars allemands, les chars américains, les chars polonais, les chars belges, les chars lituaniens, tout là, ça ne vaut même pas le nombre de chars russes. C'est la première puissance terrestre du monde. Allez-y chercher. La Russie est un continent. Et n'a pas une grande puissance navale. Et sa puissance de frappe, c'est une puissance terrestre. Et tous les spécialistes le savent. La Russie est la première puissance terrestre du monde. Aucun pays du monde ne peut rivaliser avec la Russie sur le plan terrestre. Parce qu'ils ont beaucoup de matériel terrestre. Allez-y demander aux Allemands, quand ils avaient attaqué, quand la Russie a commencé à riposter, mais le Führer, il avait dit quoi? Il dit, je ne savais pas qu'ils avaient autant de chars. C'est-à-dire les chars étaient alignés jusqu'à 1000 km qui venaient affronter les Allemands. Les Allemands, ils étaient dépassés. Même leur leader, il était surpris. Il dit, mais je ne savais pas qu'ils avaient autant de chars. Mais si je savais, je n'allais jamais les attaquer. Et que mes services de renseignement m'ont trompé. Est-ce que vous comprenez? Donc si la Russie est en confrontation directe avec l'Europe, mais ce n'est pas 300 ou bien 400 chars. Non, ce n'est pas 70 km ils vont faire. C'est 2000 km des chars de guerre alignés.
Ils sont capables de mettre, de relâcher 10 000 chars en même temps sur le front. Là, il n'y a plus histoire de civils ou militaires. Ça bombarde partout, seulement ça va. Ah! Oh, arrêtez, hein. C'est ce que les gens vous font comprendre, que c'est la neige qui a sauvé les Russes. La neige qui a sauvé les Russes. C'est du n'importe quoi. Et donc les chars russes aussi, ils n'avaient pas aussi problème dans la neige. Puisque la contre-attaque, c'était des chars, non? Donc les chars russes connaissent la neige. Les chars russes évitent la neige. Et les chars allemands étaient empêchés par la neige. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Stalingrad aussi, là, il y avait aussi neige là-bas. C'était chez les Allemands, non? Il y avait aussi neige à Stalingrad. Il y avait aussi truc neige à Stalingrad. C'est l'histoire, ils sont là tronqués l'histoire parce qu'ils ne veulent pas admettre que la Russie a gagné. Ils disent c'est la neige. Quand on bat quelqu'un, on dit non, c'est la neige. Laissez ce narratif-là. Neige, neige. C'est du n'importe quoi. Pour moi, ils ont tordu le cou à l'histoire. Ils ont tordu le cou à l'histoire. Parce que les Russes aussi, ils pouvaient être empêchés par la neige. Puisque les chars de guerre russes traversaient aussi la neige. Jusqu'à Berlin. Donc Berlin aussi, là, il y avait aussi la neige. À Berlin, là, il y avait aussi... Quand la Russie a traversé la Pologne, jusqu'à Berlin, là, il y avait aussi la neige qui empêchait les Allemands de lancer une contre-offensive pour battre les Russes. Il y avait aussi la neige en Pologne, il y avait aussi la neige jusqu'à Berlin. Arrêtez vos conneries là. S'ils ont été empêchés par la neige à Moscou, ou bien à Saint-Pétersbourg, mais à Berlin aussi, là, c'était leur territoire, ils maîtrisaient, non? Pourquoi ils n'ont pas empêché les Russes? Et les Russes sont allés jusqu'à capturer le Führer. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui ont le crâne du Führer. Pourquoi ils ne les ont pas empêchés? Il y avait aussi la neige là-bas. Donc, c'est du n'importe quoi, cette histoire de neige. Ils veulent inventer quoi que ce soit. Ce n'est pas la neige qui les empêchait. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Et c'est tout. Je ne sais pas. La guerre a duré. On dit de 39 à 45. Toutes ces années-là, il y avait seulement neige. Parce qu'on sait qu'il y a été aussi, non? Donc les Allemands, là, quand ils partaient à Moscou, là, ils étaient, pendant toutes ces années, ils étaient sous la neige. Ou bien dans la neige seulement. Il n'y a pas eu été là-bas. Été en Moscou, écoute, il fait chaud, hein? Il fait chaud là-bas. Quand il y a soleil, les gens, ça les brûle fort. Donc il y avait toutes ces années-là, il y avait neige, neige. Arrêtez vos conneries là. Parce qu'à un moment donné, s'ils ont été empêchés par la neige, il y a eu des moments où la neige a disparu. Pourquoi, quand la neige a disparu, ils n'ont pas pris le dessus, ils n'ont pas profité? Et vous nous dites, c'est la neige, c'est la neige. Arrêtez vos conneries là. Arrêtez, ce n'est pas une question de neige. Ce n'est pas une question de neige, ils ont perdu, c'est tout. Préparez, préparez. La Russie, c'est comme un truc comme la Pologne. Hein. C'est la même température. Est-ce que vous comprenez? C'est comme la Pologne. Et les Allemands aussi ont duré truc en Ukraine parce qu'ils étaient alliés à certains Ukrainiens. Mais c'est la même température. Ukraine avec un truc comme Moscou, là, c'est la même température. Donc, ils étaient habitués à la neige. Arrêtez de dire qu'ils n'étaient pas habitués. Quand ils étaient en Ukraine, là, ils ont comploté avec les Ukrainiens, non, contre les Russes. Contre Moscou. Ils ont duré en Ukraine là-bas, non? Ils ont duré en Ukraine là-bas. Donc, étant en Ukraine, ils ont vécu dans la neige. Ils savaient comment la neige était. C'est arrivé à Moscou, maintenant, la neige les empêche. Mais arrivé en Ukraine, il n'y avait pas de neige qui les empêchait. Pourquoi les gens ils réfléchissent comme ça? Ils sont là tordre le cou à l'histoire. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de neige. Parce que qui dit Ukraine, dit la Russie. Qui dit... Parce que c'est la même température. C'est la même température. La température de Moscou ne diffère pas de celle de l'Ukraine.
Oh, ils ont duré en Ukraine, ils ont comploté. Et il y avait aussi des soldats ukrainiens dans leur rang, non? Mais qui dit Ukraine, on dit la Russie, non? Donc les soldats qui avaient fait alliance avec les Allemands, ils étaient aussi au front contre les Russes. Eux aussi, là, ils n'étaient pas habitués à la neige. Ces soldats ukrainiens, là, ils n'étaient pas aussi habitués à la neige. C'était leur première fois de voir la neige. Allez-y, vous renseignez les soldats ukrainiens et les soldats allemands, ils étaient ensemble. Ils ont fait front ensemble pour combattre les Russes. Donc les Ukrainiens, eux, ils maîtrisaient la neige. Ils maîtrisaient la neige. Donc vous ne pouvez pas nous dire que c'est la neige qui les empêchait. Puisque les soldats de neige même étaient dans les rangs. Arrêtez vos conneries là. Les Polonais aussi étaient dedans. Les Polonais, ils étaient aussi dedans. Eux aussi, là, ils maîtrisent aussi la neige. Donc, c'est la première fois qu'ils découvraient la neige. Mais quelles sont ces conneries-là? Polonais, Ukrainiens, eux tous, ils étaient avec les Allemands. Et qui dit Pologne, qui dit Ukraine, là-bas, là, il fait froid. La neige tombe là-bas tout le temps. Donc, ils sont habitués à la neige. C'est parce qu'ils ont échoué. Ils disent c'est la neige. Quand ils échouent, ils disent c'est la neige. Ils n'échouent pas dans les autres villes jusqu'à c'est à Moscou. Arrivé à Moscou, oh, il y a la neige. On n'a pas pu. Arrivé à Moscou, oh, il y a la neige. C'est comme ça que Napoléon avait fait. C'est-à-dire il a envahi les autres villes jusqu'à la neige ne l'a pas empêché. Hein. Arrivé à Moscou, il dit oh, il y a la neige. C'est là que j'ai perdu. Mais quelles sont ces conneries-là? Donc les autres villes, la neige ne les empêche pas. C'est arrivé à Moscou, la neige les empêche et puis ils perdent. Donc Moscou aussi est une ville vraiment extraordinaire quand même. Il y a un génie là-bas alors. Neige de là-bas, là, ça diffère de la neige des autres villes. Puisqu'ils avaient pris Saint-Pétersbourg, oh, quand il fait froid là, Saint-Pétersbourg, il neige beaucoup plus que Moscou. Mais les Allemands avaient pris Saint-Pétersbourg. Ils n'ont pas dit la neige nous empêchait. Là-bas, là, il fait beaucoup froid. Ça y est, vers le pôle Nord. Il fait beaucoup froid là-bas, plus que Moscou. Mais ils n'ont pas tardé à prendre Saint-Pétersbourg, où il fait plus froid que Moscou. Ils ont pris là-bas, mais arrivé à Moscou, là, il dit, il y a la neige qui nous empêche. Ils n'ont qu'à dire, il y a un déluge de feu qu'ils n'avaient jamais vu, qui s'est déferlé sur eux. Et ça les a repoussés jusqu'à Berlin. Et pour justifier leur incapacité, ils ont dit que c'était la neige. Est-ce que vous comprenez? Donc arrêtez pour vous là. Alors, donc ce qui se passe, c'est la puissance de feu de la Fédération de Russie qui est mise à l'épreuve. Je vous dis de me dire, dans ce monde-là actuel où nous sommes, si 40 pays s'unissent contre un seul pays, est-ce que ce seul pays peut pouvoir résister? Dites-moi. Est-ce que 40 pays, je ne vous parle pas des petits pays, hein, militairement faibles, non. Les pays qui s'unissent là, contre la Russie. On parle des pays les mieux armés du monde. Je ne vous parle pas des pays qui ne sont pas armés, mais les pays les mieux équipés du monde. C'est-à-dire, on utilise les États-Unis comme première puissance du monde. On dit la France fait partie des meilleures puissances du monde. L'Angleterre fait partie des meilleures puissances du monde. La technologie allemande, la Pologne, écoutez-moi, et le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, on vous parle des pays les plus armés, surarmés du monde. Bien compter 1, 2, jusqu'à 40. Ah tiens, ils sont ensemble. Chaque pays finance. Les États-Unis ont déjà donné 5 milliards de dollars. 5 milliards d'euros plutôt. Est-ce que vous comprenez? 5 milliards. La Lituanie a donné 226 millions d'euros. La France a déjà livré 100 millions d'euros. Mais le Canada, pareil. La Pologne, c'est-à-dire en matière d'argent, ils ont mis le paquet doux. En matière d'armes, ils ont mis le paquet. Maintenant, en matière d'hommes, eux-mêmes, ils sont sur le terrain. Est-ce que vous comprenez? Ils ont déjà utilisé leurs différents drones. Les drones kamikazes, des drones de renseignement, les hommes, des appareils électroniques, guerre électronique, cyberguerre, ils ont déjà utilisé tout ce qu'ils avaient, c'est-à-dire 40 pays unis. Parce que dans le domaine de cyberguerre, ils utilisent ça, hein, ils veulent détruire
La Russie. Mais si la Russie résiste, la Russie est sur pied. Ils n'arrivent même pas à couper parce que pour eux, il fallait créer un blackout. Détruire l'économie russe. Couper Internet là-bas, paralyser tout pour affecter l'économie. Mais ils ont fait tout ça, ils ne peuvent pas. Est-ce que les Russes ne sont pas éclairés? Est-ce qu'ils ont dit leurs lignes de métro sont coupées parce qu'il y a eu une attaque cyber? Mais ils font tout, mais ils n'arrivent pas, ils ne réussissent pas. Un seul pays, face à 40 pays technologiquement avancés du monde, le monde occidental, face à un pays de l'Est, la Russie, la grande Russie, mais ils n'arrivent pas à casser la Russie. Eux-mêmes, ils ont dit, même l'Angleterre a pris des décisions pour dire, nous-mêmes, nous sommes engagés dans la guerre. Mais oui, la ministre des Affaires étrangères anglaise, ouvertement, elle a dit, l'Angleterre est engagée dans la guerre. Elle a dit ça ce matin. Elle a dit l'Angleterre est engagée dans la guerre. Les autres, même s'ils refusent, ceux qui sont les spectateurs, ils ne sont pas gaou. Ils voient clair qu'ils sont tous impliqués. C'est l'Angleterre qui a avoué d'abord que eux là, ils sont impliqués dans la guerre. Et qu'ils vont aider les Ukrainiens jusqu'à prendre même la Crimée. Eux-mêmes ont mené des frappes sur le territoire russe. La Russie a fait comprendre que elle a des armes dont elle ne peut pas se vanter. Et qu'aucun pays au monde n'a pas encore. Mais elle ne va pas se vanter, mais elle va l'utiliser, si possible. Car tous les dispositifs dans ce sens ont été déjà pris, ont été déjà mis sur pied. Ils attendent. Si leurs intérêts vitaux sont menacés par un pays quelconque, alors la Russie donnera une réponse foudroyante comme l'éclair immédiatement. Mais ils disent que Poutine bluffe. C'est tout ce qu'ils disent. C'est-à-dire, eux, les Occidentaux, le problème occidental, c'est qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Et que les autres sont des sous-hommes. Et donc, quand les autres parlent, ils ne les écoutent pas. Pour eux, là, les autres, ils jouent. Mais Poutine fait ce qu'il dit. Si vous avez toujours suivi Poutine, ce qu'il fait là, aujourd'hui, là, il avait déjà dit ça auparavant. Mais les Occidentaux disaient que non, il bluffe. Même quand il avait fait sortir ses chars pour mettre autour de l'Ukraine, on dit non, il bluffe, il ne peut jamais attaquer l'Ukraine parce que la Russie n'a pas les moyens militaires. La Russie a le budget de l'Italie ou de l'Espagne. Militairement parlant, le budget militaire n'est pas capable de résister devant l'armée ukrainienne que l'Occident a formée, que l'Occident soutiendra. La Russie ne peut pas une guerre de haute intensité. Bon, les Occidentaux vont aider les Ukrainiens à prendre Moscou en une fraction de seconde. Et c'est ce qu'ils disaient ici, hein, que les Russes ne pouvaient pas. Et quand la Russie attaquait, ils sont surpris. Ils disent, oh, ils ne vont pas tenir. Ils ne vont pas tenir. Ça, c'est quelques jours, ils n'ont plus de missiles, c'est fini. Ils n'ont plus de munitions. Parce que les sanctions les empêchent d'avoir les munitions. Mais ça continue toujours. Ensuite, il dit, on va détruire l'économie russe. Parce que ça ne pèse rien. Ah, ils n'ont rien, leur budget, c'est comme le budget d'Italie. Mais malgré toutes ces sanctions, l'économie russe est sur pied. Au contraire, le rouble monte. Et l'euro chute, le dollar chute. Eux-mêmes, ils sont étonnés, ils se posent des questions. Mais est-ce que les sanctions qu'on a prises là, ce ne sont pas des sanctions stupides? Est-ce que ces sanctions, et ça pèse déjà sur nous? En Occident, ici, là, tiens, tout est devenu cher. C'est devenu cher. Nourriture même est devenue amère. On est obligé de boire de l'eau pour dormir comme ça. Parce que c'est devenu coûteux. C'est devenu coûteux. Bouteille d'huile est devenue 8 €. 8 tomates bien comptées, ça fait 5 €. On est où là? Même si c'est 2 tomates, dès que ça fait 1 kilo, c'est 5 €. 1 kilo de tomates, c'est 5 €. Tu veux manger maintenant pizza, tu as ces problèmes. Ces problèmes. Pizza est devenu cher. Comme un poil d'anus. Tout est devenu cher. Pourquoi? À cause de leur connerie de sanctions. Oh, en Russie, c'est moins cher là-bas. C'est moins cher. Pizza en Russie, là, ça coûte 30 centimes. 30 centimes. Ça coûte 30 centimes en Russie. Pendant ce temps, ici, à Tia,
À Tia, si tu n'as pas 3 à 4 euros, tu ne peux pas manger pizza. Non. Ce qu'on va même dans les rues là, une pizza, c'est 11 à 15 euros. Il y a un truc ici. On vend pizza, si tu veux acheter au guichet, une pizza, c'est 15 euros à Tia. Quelles sont ces conneries là? Pizza maintenant 15 euros. Convertissons. 15 euros, ça fait combien à Tia? Au moins une pizza, si on veut convertir en Côte d'Ivoire, ça fait 10 000 francs, bien compté. 10 000 pour manger pizza. C'est-à-dire si tu es avec ta copine, pour manger 2 pizzas, c'est 20 000. Mon frère, tu vas donner le truc au vendeur. 20 000. Ça peut nourrir une famille pendant un mois au village. 20 000 francs, tu donnes ça à une famille au village. Ils vont se nourrir pendant un mois. C'est ça, pizza ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, eux-mêmes, à un moment donné, ils se posent maintenant des questions. Parce que toutes les entreprises qui fuient la Russie, les Russes remplacent ça automatiquement. C'est-à-dire les Russes, par exemple, McDo est quitté là-bas. Les Russes ont pris ça, ils ont donné un autre nom. KFC est quitté là-bas, ils ont nommé une nouvelle truc. L'entreprise KFC, ils ont nommé ça KGB. Allez-y, voir sur Internet. Les Russes KFC est devenu KGB là-bas. Ils d'abord seulement. Et puis ils font ça à un bas prix. Hein. Ce sont les Russes qui sont capables de ça. Et puis ils changent le nom seulement. Ils refont les mêmes choses que les Américains faisaient. Et puis ils font ça aux citoyens russes. Caviar russe que les Occidentaux disent ils ne veulent plus utiliser là. Est-ce que les œufs des poissons là, le poisson saumon, ces œufs là, c'est ce qu'on appelle caviar. Donc le saumon fait des œufs une fois. Quand il finit de faire les œufs, il meurt. Donc ces œufs là, on appelle ça caviar. Il faut travailler ça pour que ça devienne vraiment caviar. Les Européens, ils aimaient bien manger cette caviar russe. Maintenant, ils disent, bon, on sanctionne. Il n'y a plus de caviar. Les pays asiatiques, là, les Chinois disent, nous, on fait manger beaucoup de caviar. Mais les Russes, ils envoient ça là-bas. Ils envoient ça aux Chinois. Pour la première fois, ils découvrent la caviar russe. Ils sont étonnés. Oh, c'est doux. Amenez beaucoup. Et donc, les Russes, ils envoient ça beaucoup là-bas. C'est-à-dire, ils quittent un marché de 300 millions ou bien 500 millions d'habitants. Et ils vont sur un marché de 1,5 milliard d'habitants. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, les vendeurs de caviar russe, ils gagnent assez de trucs de marché. Parce que les Chinois, ils sont nombreux. Ils font 1,5 milliard. Donc, tiens, tous ceux qui produisent caviar russe, là, ils ont déjà des marchés. En Chine, ils sont heureux. Ça, les Européens ne veulent pas, les Chinois disent donnez-nous. Mais ce n'est pas les Chinois seulement. Il y a aussi Vietnam qui veut aussi caviar russe. Donc, c'est-à-dire, la part du marché russe, on se dirige vers l'Asie. Peu de temps, les Indiens aussi, ils vont dire, on veut déguster caviar russe. Et c'est comme ça. C'est comme ça, et ça avance. Vous verrez dans les médias, et je tiens à vous dire que la Russie, chaque jour qui passe, il y a des villes et villages qui tombent dans le Donbass. Oui, les gens ne vous disent pas la vérité. La Russie avance. La Russie avance. Et puis, il y a eu une petite partie de la Moldavie qu'on appelle la Transnistrie. Transnistrie. Voilà, la Transnistrie. La Transnistrie est une petite partie moldave qui s'est révoltée depuis les années 92. Donc, ça fait 30 ans, 30 à 40 ans qu'ils ont pris leur indépendance. Et cette petite partie-là fait 4000 km². Donc, vous comprenez, la partie là, occupée là, ça fait 4000 km². Donc, quand même, c'est grand, hein? C'est pas... C'est comme quand tu quittes Abidjan pour aller à Divo, ça fait 200 km. Donc, on vous dit 4000 km, vous savez, c'est long quand même, hein? C'est long. Voilà. Donc, 4000 km, cette partie. Et cette partie-là, les gens qui sont là-bas, ils parlent russe. Les Moldaves, eux, ils parlent roumain. La langue roumaine. La Moldavie. En Moldavie, là, eux, là, ils parlent la langue roumaine. Maintenant, la Transnistrie, cette petite partie parle la langue russe. Et il y a 1500 soldats russes qui sont là-bas, qui sont des casques blancs, des casques bleus, c'est-à-dire ils jouent le rôle de l'ONU là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et c'est une petite république qui est là-bas.
Et dans cette partie-là, se trouve la plus grande, le plus grand stock d'armes de l'Europe de l'Est. Je répète. Dans cette partie-là, il y a le plus grand stock d'armes de l'Europe de l'Est. C'est-à-dire c'est une poudrière. C'est si un missile frappe la partie-là, l'explosion qu'il va avoir, ça va faire 50 km carrés. D'après les experts. Donc, si les armes qui sont là-bas sont bombardées, l'explosion que ça va créer, ça va faire 50 km carrés. Or, la frontière entre cette partie et l'Ukraine, ça fait 3 km. Est-ce que vous comprenez? La frontière entre la partie où il y a ce dépôt d'armes et l'Ukraine, ça fait 3 km. Donc, ça veut dire si les Ukrainiens tapent sur ça, ça ne va pas seulement frapper la Transnistrie, mais les dégâts vont aller sur le territoire ukrainien et tuer des Ukrainiens, c'est-à-dire des civils ukrainiens, des soldats ukrainiens, ceux qui sont dans un rayon de 40 à 50 km, eux aussi là, ils vont mourir. Et donc, et aussi la Moldavie aussi, c'est-à-dire le territoire moldave sera atteint. Et donc, du coup, les Ukrainiens manquant de munitions, est-ce que vous comprenez? Ils manquent de munitions. Parce que, pourquoi ils manquent de munitions? Ils manquent de munitions parce que toutes les munitions que l'Europe leur fournit, ces munitions sont bombardées en cours de route, en cours de cheminement. Ou bien la Russie laisse ses munitions, une fois que ces munitions sont déchargées. Pourquoi la Russie ne bombarde pas les trains? Ce n'est pas parce que les Russes ne voyaient pas les trains qui transportent ces armes. Les Occidentaux ont une technique, et cette technique est très claire. C'est-à-dire les wagons qui transportent ces armes, qu'est-ce qu'ils font? Le train est très long. Il y a certains wagons où ils mettent des civils, d'autres wagons où il y a des caisses des armes, d'autres wagons. Donc, ces wagons-là font que c'est mélangé avec des civils. Donc, si la Russie frappe le train, ces trains-là, non seulement les gens vont être détruits, mais il y aura assez de civils qui vont mourir. Et donc, ils vont dire la Russie, ça prend aux civils. Voici le piège. Donc, les Russes ne peuvent pas frapper ces trains-là. D'où l'acheminement de ces armes, que ce soit des chars de guerre. Ils voient ces chars sur les trains. Mais si le train est bombardé à tir, il y a beaucoup de civils qui vont aussi périr. Donc, les Russes ne peuvent pas taper sur ces trains. C'est une technique pour éviter que la Russie frappe ces trains qui portent ces armes. Est-ce que vous comprenez? Et donc, la Russie les laisse. La Russie laisse ces trains rentrer en Ukraine. Quand ces trains rentrent en Ukraine, il faut décharger. Et quand ils finissent de décharger, ils vont quelque part dans un hangar, dans une base. Quand ça arrive là-bas, maintenant, c'est à partir de cette base-là, ils vont distribuer les armes. Toi, telle arme va sur tel front, telle arme va sur tel front. Mais après avoir fini de décharger ces armes sur une base quelconque, la Russie bombarde la base. Parce que dans ces bases-là, ils ne vont pas dire les civils n'ont qu'à rentrer là-bas. Et donc, dès que ces bases sont frappées, les munitions et les matériels de guerre sont détruits automatiquement. Et donc, du coup, ça empêche les Ukrainiens de l'Est, qui sont au front là-bas, d'être renforcés en armement. Donc, la Russie détruit ces armes fournies par l'Occident. Il y a d'autres qui arrivent sur le front. Mais dès que ça arrive sur le front, la Russie frappe ça directement à travers ses missiles Grad. Vous connaissez les missiles Grad. Ça a eu une portée de 60 km. Les Ukrainiens, eux, leurs missiles, ça a eu une portée de 40 km. Donc, vous comprenez, les Russes connaissant la distance des missiles
où les Ukrainiens peuvent frapper. Ils savent que les Ukrainiens peuvent frapper jusqu'à 40 km de profondeur. Donc les Russes se mettent en dehors, hein, de là où les missiles Ukrainiens peuvent frapper. Et puis eux, ils bombardent. Ils savent qu'à 60 km, ils peuvent atteindre les trucs, les Ukrainiens. Donc ils frappent. Or, en Occident, les Occidentaux n'ont pas encore des armes, des missiles, c'est-à-dire des artilleries qui vont faire 60 km. Même les meilleures armes françaises, le canon César, c'est ça qui est le meilleur canon en France. Ça fait 40 km, ça ne vaut même pas 60 km. Ça se limite sur 40 km. Donc même les Césars que la France va fournir, ça ne va pas changer les règles sur le terrain. Parce que les missiles russes, c'est-à-dire les artilleries russes ont une longue portée par rapport aux artilleries occidentales. Ce qui fait que les Ukrainiens, au début, les Russes se faisaient prendre dans ces pièges. Et leurs trucs convois étaient détruits, Mais maintenant, est-ce qu'on vous montre les convois russes qui sont détruits, ceci, cela? Non, ce n'est plus le cas. Au contraire, ce sont les trucs ukrainiens qui sont détruits. C'est les Russes qui gagnent maintenant du terrain. Et donc, en Transnistrie, les Ukrainiens, ils veulent prendre le dépôt de ces munitions qui sont là-bas. Il y a 20 000 tonnes de munitions. Ce n'est pas 20 tonnes, hein. 20 000 tonnes de munitions. Pourquoi la Russie a mis ça là-bas? Parce qu'au cas où, parce que c'est une petite partie qui est enclavée entre l'Ukraine, la Moldavie et la Pologne et tout. Donc si jamais cette partie était attaquée, pour que cette partie puisse se défendre jusqu'à ce que les Russes arrivent. C'est-à-dire cette population qui est là va se mobiliser pour se défendre en utilisant ses munitions et ses armes, parce que la Russie a déposé des armes lourdes et beaucoup de munitions, 20 000 tonnes dans le petit endroit. Même l'endroit est plus armé que la Moldavie. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi la Moldavie depuis longtemps n'arrive pas à prendre cette petite partie. Et donc c'est une petite partie très armée. La Russie leur a donné des armes, ils sont lourdement armés, ils ont 20 000 tonnes de munitions. C'est pas petit, hein? 1000 tonnes, jusqu'à 20 000. Et ça est là-bas. Donc la plus grande cargaison de munitions en Europe de l'Est se trouve là. Et les Ukrainiens veulent prendre ça. Ils veulent prendre ça. Mais la Moldavie a peur. Parce que si les Ukrainiens lançaient une attaque sur cette partie, eux, ils vont se défendre. Mais la guerre va dégénérer. C'est-à-dire la guerre quitte maintenant l'Ukraine pour aller sur d'autres territoires. Sur un autre pays. Dans un autre pays plutôt. Et donc ça va dégénérer. Ah oui. Parce que de l'Ukraine, si ça va du côté moldave, ça veut dire la guerre dégénère. Donc ça prend de l'ampleur. Et c'est ce que la Moldavie ne veut pas. La Moldavie ne veut pas que la guerre arrive sur son territoire. Parce que si ça arrive en Transnistrie, je suis sûr que ça va dégénérer dans toute la Moldavie. Parce que les missiles que les Ukrainiens vont lancer, ce n'est pas forcément dans le truc. Ça peut frapper des bâtiments en Moldavie. Et ceux-là, ils vont riposter. Et ça va devenir un chaos total en Europe de l'Est. D'autres migrants vont encore aller en Europe. Et ça va créer un chaos total. Donc, on suit de près, parce que les Ukrainiens veulent non seulement s'accaparer de ce territoire pour confisquer ces armes qui sont là-bas et ces munitions. Si les Ukrainiens réussissaient à s'accaparer de ça, ils n'auront plus besoin de munitions. Parce qu'ils auront assez de munitions pour faire une guerre de longue durée. Mais est-ce que la Russie va les laisser prendre ce dépôt de munitions qui fait 20 000 tonnes, qui est dans cette partie de la Moldavie? La question reste à être posée. La question reste à être posée. Donc voici un peu ce qui se passe. Voici un peu ce qui se passe, mes frères et sœurs. Donc on suit l'actualité de près, on observe.
Et moi, je suis inquiet par rapport à ce qui se passe parce que à chaque moment, à chaque jour, les anglophones, les anglo-saxons, ils alimentent beaucoup la crise en fait. Eux là, ils alimentent la crise. La Pologne, les pays qui sont au premier plan, la Pologne, l'Angleterre et l'Amérique. Voici les pays qui sont chauds, qui veulent coûte que coûte qu'il y ait une... L'Angleterre dit non, n'ayons plus la peur, osons, allez-y au front, que nous-mêmes on s'est engagé maintenant dans le conflit. Allons-y au front et libérons jusqu'à la Crimée, même si on peut amener des hostilités sur le territoire russe. Poutine avertit que la Russie répondra de façon foudroyante si ses intérêts sont menacés ou bien si les Occidentaux s'immiscent dans l'affaire et que ça crée un problème stratégique pour la Russie sera obligée d'utiliser ses armes nouvelles. Et ça ne sera pas une question de trucs comme petits missiles, non. Ça sera une vraie guerre. Et ce sont les Anglais qui alimentent. Ils sont chauds. En ce moment où je vous parle, ils sont là à donner la nationalité anglaise aux hommes en trucs politiques et aux hommes d'affaires ukrainiens. Je ne sais pas pourquoi. Donc les hommes, que ce soit députés, ministres et consorts, conseillers, les Anglais leur donnent des passeports. Donc ils deviennent automatiquement anglais en fait, en ce moment où je vous parle. Sans parler même l'anglais, sans remplir aucune condition préalable, ils obtiennent déjà la nationalité anglaise où je vous parle. Peut-être c'est pour leur permettre de fuir le pays parce qu'ils voient que à un moment donné, ça va dégénérer. Et donc on leur permet de fuir le pays pour venir s'installer en Angleterre. Mais en tout cas, ils sont là donner, distribuer des passeports anglais aux hommes politiques, aux Ukrainiens et tout, et aux hommes d'affaires. Voilà. Et ils sont là dit que c'est la CIA qui protégeait Zelensky. Voilà pourquoi il n'a pas été assassiné par les Russes et tout. Ils veulent même faire un reportage comment la CIA protège Zelensky. Et donc voilà un peu. Sidéric, le visionnaire, big up à vous. Donc voici un peu, on suit l'actualité. Nous sommes inquiets de jour en jour. On se dit, il ne faut pas, ça va dégénérer. Et que chacun n'a qu'à mettre un peu d'eau dans son yamakuji. Pour ne pas que, parce que si c'est nous, on fait quoi? Nous les autres, on fait quoi? Comment on va voyager? Il n'y aura plus d'avion. Bateau même, ça sera dur. Nous les autres, on a des nouveaux-nés, on fait comment? Pour s'en occuper. Parce que si c'est nous, il n'y aura plus de nourriture et tout va être compliqué. Donc j'espère que les politiciens européens comprendront et ils agiront de façon intelligible pour éviter une confrontation qui va nous conduire à une catastrophe pas possible. Il ne faudrait pas que les Occidentaux voient uniquement la Russie. La Russie, elle seule, fait front à 40 pays. C'est-à-dire tout l'Occident est en dehors de l'Occident. Mais la Russie est une vraie force militaire. Si ce n'était pas le cas, je vous le jure, qu'il y a longtemps, l'Ukraine serait déjà libérée. Mais malgré la coalition de 40 États qui font face à la Russie gagne du terrain. En ce moment où je vous parle, ils gagnent du terrain chaque jour. Ils gagnent du terrain. Et les Occidentaux ne savent plus quoi faire. Malgré leur soutien, leurs milliards qui tombent, leurs millions, leurs matériels de guerre, la Russie gagne du terrain. Et c'est ça qui les énerve. Et c'est rare, ce n'est pas l'Angleterre qui pourra gagner du terrain face à un pays bien armé et soutenu par 40 pays. L'Angleterre ne peut pas tenir. La France non plus. Les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas. Eux là, ce qu'ils font, ils font des bombardements aériens uniquement. Mais force terrestre, pour dire qu'ils vont mener la guerre terrestre, les Américains, ils ont souvent peur. Souvent, ils ne vont pas au contact direct, ils ont peur. Eux, ils préfèrent utiliser des drones et des bombardements aériens. Ou bien des missiles depuis les trucs, les mers pour tirer. Mais ils ne veulent pas aller au contact direct. Voilà. Donc, voici un peu. Donc, la Russie est une vraiment force militaire. Voilà pourquoi la Russie fait craindre. Les Américains, même eux-mêmes, ils ont peur de la Russie. Voilà pourquoi ils disent, on doit tout faire pour casser la puissance militaire russe.
pour ne pas que la Russie embête encore d'autres pays. Et derrière ce message se cache un message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui où je vous parle, il n'y a que la Russie qui empêche les Américains de réaliser leurs rêves sur toute la terre. C'est la Russie la seule puissance capable de dire aux Américains non. C'est-à-dire si les Américains veulent attaquer un pays et que la Russie va se mettre là-bas, les Américains ne pourront pas déstabiliser le pouvoir de ce pays, ne pourront pas arriver à le faire. Et il n'y a que la Russie capable de leur faire barrage. D'où cette haine. Ils veulent coûte que coûte que la Russie s'épuise. Ils veulent coûte que coûte que la Russie s'affaiblisse militairement. Et donc si la Russie s'affaiblit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pourront avoir la liberté totale de faire entrer les pays qui sont aux alentours de la Russie dans l'OTAN. Et la Russie ne pourra pas réagir parce que la Russie n'aura plus la force militaire capable de dissuader ses voisins pour dire si jamais vous rentrez, voici les conséquences. Et donc si la Russie, si jamais il arrivait que la Russie s'affaiblissait, le gouvernement malien va tomber automatiquement. Le gouvernement centrafricain va tomber. Le gouvernement soudanais va tomber. Le gouvernement même éthiopien va tomber. Le gouvernement malgache va tomber. Le gouvernement de Porochenko, c'est-à-dire en Biélorussie, ça va tomber immédiatement. L'Ukraine va intégrer automatiquement l'OTAN. La Finlande et la Suède vont automatiquement intégrer à l'OTAN. L'Azerbaïdjan va intégrer à l'OTAN. L'Arménie sera arrachée et ils vont intégrer l'Arménie dans l'OTAN. Et tous ces pays-là vont rejoindre l'OTAN. Et la Russie sera comme un pays enclavé. C'est-à-dire, ils vont empêcher la Russie d'être une puissance militaire. Et la Crimée sera arrachée à la Russie, ce qui va empêcher la Russie d'avoir accès à la mer Noire. Est-ce que vous comprenez? Et même ils peuvent faire un blocus naval à la Russie. La Russie ne peut plus se défendre parce que militairement, elle sera faible. Et donc, ce qui va faire que l'Amérique va agir en Amérique latine ou du Sud, fait tomber le régime de Maduro. Est-ce que vous comprenez? Et même fait tomber, si je peux, le régime brésilien. En tout cas, tous les régimes qui avaient des liens avec la Russie vont chuter, même fait tomber le régime de Cuba. Et la Russie ne pourra rien faire. D'où l'impuissance de la Russie n'est pas dans l'intérêt de qui que ce soit. Tant que la Russie demeure militairement puissant, alors les Américains ne pourront pas réaliser leur rêve que je viens de vous citer. La Russie est un caillou dans leur truc, dans leur godasse. Et donc, du coup, ce n'est pas la France qui va défier la Russie. Si les Américains, ils font 40 pays coalition et puis ils ne peuvent pas, ce n'est pas la France qui va défier la Russie au Mali. D'où la France a pris déjà bagage. Parce qu'elle sait qu'elle seule, elle ne peut pas faire front à la Russie. Donc, les Français ont préféré prendre leur bagage et déménager de trucs, comment on appelle ça, du Mali. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de l'espionnage et ils vont transmettre des informations aux États-Unis ou bien ils vont piéger Assimi Goïta au moment opportun pour lui faire un coup. Voilà. Sinon, militairement parlant, pour dire, bon, ils vont intervenir militairement pour faire tomber le régime de trucs Assimi Goïta, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent que la Russie est là-bas. Mais si la Russie devient faible, ils vont agir militairement. Non seulement ils vont prendre l'Union africaine avec cette histoire d'écomogue, et ils vont utiliser l'armée française pour agir. Donc, vous comprenez, la géostratégie, ça ne se limite pas sur la Russie. Et donc, ceux qui ne veulent pas réfléchir loin, qui sont là, oh, la Russie. Mais en Afrique, si la Russie tombe, aucun pays encore ne peut encore faire barrage aux impérialistes en Afrique. C'est-à-dire, aucun régime ne peut encore devenir un régime révolutionnaire. Quiconque veut se révolter, il va être maté automatiquement. Parce qu'il n'aura pas une autre puissance d'interposition pour empêcher les impérialistes de réaliser leurs rêves. Donc, les Africains, ils vont beau se marrer, ça n'ira nulle part. Mais tant qu'il y a une puissance d'interposition, les impérialistes vont mettre un peu d'eau dans leur vin. Ils vont se dire, on ne va pas utiliser la brutalité, la force, de peur que ces pays nous échappent, de peur que ces pays fassent alliance avec la Russie. C'est ça le cas du Cameroun, qui vient de signer un contrat de défense avec la Russie.
Mais vous pensez que si une Russie est faible, mais il y a longtemps, la guerre à l'est du Cameroun, c'est-à-dire les sécessionnistes, ils vont envahir le Cameroun automatiquement. Personne ne sait, mais le Cameroun est soutenu par la Russie en armement et tout. Et en renseignement, il n'y a pas de militaires russes sur le territoire qui combattent, mais il y a des conseillers russes qui donnent des conseils et tout, mais qui ne vont pas sur le champ pour tirer. Et ils leur fournissent en armement. Voilà pourquoi les sécessionnistes n'ont pas encore envahi le Cameroun. Mais si Poutine tombe, si la Russie tombe, mais le Cameroun va tomber. Vous avez vu le cas de la Libye, la Russie était faible. Mais cela n'a pas empêché les Occidentaux de mettre Kadhafi au tapis. Si c'était maintenant où Kadhafi était confronté à une telle situation, Poutine n'allait jamais le laisser tomber, où la Russie est forte. Même une coalition de l'OTAN, la Russie allait s'opposer à eux. Mais malheureusement, quand les Occidentaux intervenaient, la Russie était encore faible. Et donc, ça a permis aux Occidentaux de faire ce qu'ils voulaient faire sur la Libye. Et ils ont maté le Muammar Kadhafi, le guide libyen. Mais si c'était maintenant, non. Et donc, eux, ils veulent une Russie faible. Parce qu'une Russie faible va les pousser à attaquer l'Iran. Oui, vous ne savez pas. Mais si la Russie est faible, ils vont s'en prendre à l'Iran directement. Ils ne vont pas hésiter à attaquer l'Iran. Mais ils hésitent à attaquer l'Iran parce qu'ils se disent, si on attaque l'Iran, la Russie va armer l'Iran via l'Arménie. Parce que entre l'Arménie et la Russie et l'Iran, l'Arménie et l'Iran font frontière. Or, la Russie a eu une base militaire en Arménie. Et donc, si l'Iran est attaqué, la Russie va aider l'Iran en armement. Va les aider sur le plan satellitaire ou leur donner des informations. Et ça va coûter très cher aux Européens. C'est-à-dire leur action militaire risque d'être un échec ou bien va leur coûter très cher en matériel et en hommes. Et c'est ce qui fait qu'ils hésitent, ils veulent frapper parce qu'ils savent que l'Iran fait une bombe atomique. Mais ils ont peur, ils veulent avancer, ils reculent et tout. Parce qu'ils savent que derrière l'Iran se cachent aussi d'autres puissances. Mais si la Russie est faible, la Chine ne peut pas oser. C'est qui va leur laisser le champ libre de frapper l'Iran comme il se doit, frapper la Syrie comme il se doit. Et ça n'ira nulle part. Donc c'est ça la géopolitique. Les Africains devraient se mettre ensemble pour revoir leur manière de voir les choses. Au lieu de condamner la Russie, vous devez savoir que ce qui se passe, c'est la venue du monde. Si la Russie tombe, c'est le monde qui tombe avec la Russie. Kamara Mansourou, il dit, je mens comment? Regardez-moi, c'est parce que toi, tu ne... Bon, je ne sais pas quel niveau d'éducation tu as, mais si tu avais un bon niveau d'éducation, tu allais comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Ceux qui comprennent, ils comprendront. Maintenant, toi, si tu ne veux pas comprendre, je ne sais pas quel genre de truc tu es, voilà pourquoi tu ne veux pas comprendre. Voilà. C'est parce qu'il ne comprend pas, il est ignorant. Et c'est ceux-là, demain, ils vont être les élites de l'Afrique. Ils ne vont rien voir du tout. Et ils vont rester là dans leur ignorance. Ils vont dire, c'est nous là, on gouverne l'Afrique. Et ils vont prendre des mauvaises décisions. Nous qui comprenons les choses, je t'explique et puis toi tu es là. La Russie n'a qu'à reculer des trucs de la Syrie. Et tu vas voir, non seulement la Turquie va envahir tout un truc, la truc, et même leur État islamique, ça va renaître tout de suite. Parce qu'il y a d'autres, ils ne sont pas encore trucs, hein. Ils sont dans une région là, qu'on appelle un truc, comment on appelle ça? Ils sont entre la frontière turque et, comment on appelle ça? Syrienne. Donc si la Russie quitte là-bas il y a longtemps, ils vont encore les surarmer, ils vont attaquer le régime syrien. Bachar al-Assad il tombe. Et si la Russie quitte l'Ukraine aujourd'hui là, dans 2 mois, le régime de Bachar al-Assad tombe. Très vite. S'il n'est pas encore tombé, c'est à cause des trucs de la Russie. Vous pensez que les Occidentaux n'ont pas donné? Il appelle le boucher de Damas. Vous pensez qu'ils sont là à rigoler à lui? Il le traite de boucher de Damas. Maduro a résisté, les Américains n'ont pas attaqué parce que les Américains savaient que la Chine et la Russie soutenaient Maduro. Et quand Poutine a dit attaquer le Venezuela, cela va dégénérer et ça va contaminer les régions d'à côté.
Les Américains, ils ont préféré faire des embargos, embargos. Ils n'ont pas voulu attaquer militairement parce que la Russie envoyait des armes et les soutenait. Donc, il faut comprendre la géopolitique. Si Poutine tombe, la Russie devient faible, Maduro, il tombe demain matin. Ça, ce n'est pas truc. Maduro va tomber automatiquement. Ce n'est pas... Cuba va tomber. Si Poutine tombe, Cuba tombe. Est-ce que vous comprenez? Et donc, les choses, ce qui se passe en Éthiopie, là, vous pensez que les rebelles, les Éthiopiens, ils sont soutenus par qui? Mais ils sont soutenus par les Occidentaux. Et qui soutient le régime éthiopien? Vous pensez que c'est pour rien Éthiopie a soutenu la Russie à l'ONU? Vous pensez que c'est pour rien la Russie, l'Éthiopie a soutenu la Russie à l'ONU? Les Éthiopiens ont soutenu les Russes à l'ONU, c'est parce qu'ils savent que les Russes, on les aide sur le terrain contre les rebelles. Les Éthiopiens qui se révoltent, les Tigréens. Et les Tigréens, ils sont aidés par les Européens. Vous devez comprendre. Donc, si la Russie tombe, mais l'Éthiopie sera dans une situation pas possible. Et le régime de Ahmad, je ne sais pas s'il s'appelle Ahmad, ça va tomber. Bon, il dit les régimes africains les plus fidèles à la France ne peuvent jamais faire appel à la Russie. Mais non, ils peuvent faire appel à la Russie. Vous savez, aujourd'hui ils sont fidèles, mais le jour où leurs intérêts seront menacés et qu'ils vont comprendre que la France joue un double jeu contre eux, vous allez les voir, ils vont changer à 380 degrés pour se retourner vers la Russie. Vous n'avez pas vu Paul Biya? S'il a duré tant au pouvoir, c'est parce que il s'attendait très bien les Occidentaux. Il s'attendait très bien les trucs les Français. Mais si aujourd'hui il s'en va signer accord militaire la Russie, c'est parce qu'il voit que son pays est menacé maintenant. Il voit que son pays est menacé et donc du coup il a compris, ses yeux se sont ouverts, il court, il s'en va vers la Russie, viens m'aider parce que là c'est mou. Ah oui, mais il était l'un des fidèles des Européens. Donc il y a d'autres régimes qui sont aujourd'hui des fidèles, mais demain qui peuvent changer, qui peuvent devenir des ennemis. Donc c'est clair. Même Alassane Ouattara, quand on dit Alassane Ouattara, si demain il voyait qu'il y a un coup d'État manqué, et que son service de renseignement lui fait comprendre que non, c'est la France qui est à la base, qui a formaté ce coup d'État, dans le seul but de mettre au Soro Guillaume. Vous pensez que Ouattara va rester tranquille? Il va courir, il va dire, Poutine, s'il te plaît, viens m'aider. Il faut amener une force d'interposition parce qu'il y a 43e Bima ici. Je ne veux pas que cela me renverse. S'il te plaît, Soro veut me renverser, viens. Ouattara qui est fidèle à la France, il est capable même de tourner le dos à la France s'il voit que son pouvoir est menacé. Mais c'est une question de vie ou de mort. Parce qu'un coup d'État veut dire lui aussi sa vie va lui coûter cher. Soit ils vont l'arrêter ou ils vont l'abattre. Et donc, il ne va pas vouloir perdre sa vie. Et donc, du coup, il sera obligé de chercher des personnes ou bien un État capable de protéger son régime. Il va courir pour aller chez la Russie. Donc, voilà, c'est ce qui est clair. Ne voyez pas, ouais, ils sont amis, oui, amitié se casse souvent. Hein. Amitié, là, ce n'est pas éternel. C'est quoi que la Russie ne peut jamais... Je n'ai pas dit la Russie va arracher les pays où les États-Unis règnent. C'est-à-dire, quand les deux puissances sont là, et que les deux puissances ont des visions contraires, ça ne peut pas avancer. L'autre ne peut pas faire tomber le régime, l'autre aussi ne peut pas faire quoi que ce soit. Et donc, du coup, ça va geler l'affaire. Est-ce que vous comprenez? Mais, si il n'y a qu'une seule puissance, mais la seule puissance fait ce qu'elle veut. Parce qu'elle est convaincue qu'il n'y aura aucune autre puissance pour s'interposer. En Syrie, les États-Unis sont là-bas. Leur souhait, là, c'est de voir Bachar tomber. Le souhait des Russes, c'est de le maintenir. Mais les États-Unis, ils sont là-bas. La Russie ne peut pas chasser les Américains. Les Américains ne peuvent pas chasser les Russes. Et l'affaire est gelée. Bachar, il gère. Donc, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Mais par rapport à la France, la Russie peut arracher des États à la France. Parce que la France n'a pas le même niveau
militaire que la Russie. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Pour la Russie, la France, ce n'est pas un problème. Ce sont les États-Unis. La Russie se compare aux Américains. Elle ne se compare pas aux Européens, militairement parlant. Et donc, sur le plan militaire, la Russie, sa taille là, ce sont les Américains. Et les Américains, leur taille là, c'est la Russie. Ce n'est pas les Européens, ils sont des caniches devant un truc comme les Américains. Ils leur donnent des ordres. Le seul pays que l'Amérique ne peut pas donner les ordres, c'est la Russie. D'où cette coalition a voulu coûte que coûte affaiblir la Russie. Est-ce que vous comprenez? Donc vous devez comprendre la géopolitique. La Chine, pour les Américains, ce n'est pas un problème. Parce que pour eux, ils sont convaincus que la Chine n'a pas encore la capacité de frappe que la Russie a. Et donc pour les Chinois, les Américains, ils se disent, ils sont prêts à aller en guerre avec la Chine. Ah oui, oui, les Américains le disent. Que si jamais la Chine attaque Taïwan, l'Amérique rentre en guerre contre la Chine. Mais avez-vous déjà vu l'Amérique dire à la Russie que si jamais vous faites truc, on va rentrer en guerre contre vous? Ils ne le disent jamais. Ils ne le disent jamais. Au contraire, ils disent non, on ne veut pas de guerre à la Russie et tout. Mais on soutient nos alliés. On soutient tant, mais on ne veut pas de guerre à la Russie. C'est ce que les Américains disent. Mais quand il s'agit de la Chine, ils disent nous on est prêts à aller en guerre vous. Donc vous devez comprendre le contraste. Pourquoi quand il s'agit de la Russie, les Américains, ils mettent de l'eau dans leur vin, et quand il s'agit de la Chine, ils sont chauds, à vouloir même en découdre militairement parlant. C'est parce que les Américains sont convaincus que la capacité militaire chinoise n'est pas encore de taille, ne peut pas contrer, ou bien ne peut pas affaiblir la capacité militaire américaine. D'où cette agitation à vouloir en découdre avec la Chine, si jamais la Chine attaque le Taïwan. Pourquoi au début? Est-ce qu'entre Taïwan et puis les Américains, il y a histoire de trucs OTAN dedans? Il n'y a pas OTAN. Taïwan ne fait pas partie de l'OTAN. Mais l'Amérique a pris l'engagement à défendre Taïwan si jamais Taïwan est attaqué. Militairement parlant. Mais le cas de l'Ukraine, c'est pas parce que les Américains, ils avaient le truc. La ministre de l'économie ukrainienne, mais c'est une Américaine. Ils avaient leur laboratoire et tout, ils étaient ancrés là-bas. Ils avaient la même truc de défense. Ils ont formé, l'Angleterre a formé 22 000 soldats ukrainiens. Ils étaient là-bas, depuis 8 ans, ils sont là-bas. Eux-mêmes, ils étaient prêts à faire adhérer l'Ukraine dans le truc. Mais au début, les Américains ont dit quoi? Ils ont dit non, on ne peut jamais intervenir si la Russie intervient parce qu'un soldat américain face à un soldat russe, ça va dégénérer à un conflit mondial. Et nous ne voulons pas une guerre mondiale avec la Russie. Ils ont été clairs dès le début. Pourquoi sur Taïwan, ils ne disent pas que non? Nous ne voulons pas qu'un soldat chinois et un soldat américain soient face à face pour ne pas que ça devienne une guerre mondiale. Ils comprennent, ils font la différence entre la Chine et la Russie. Même si la Russie est faible économiquement parlant, mais militairement parlant, c'est un gros morceau que l'Amérique ne peut pas avaler seule. L'Amérique, elle seule, ne peut pas se permettre de déclencher la guerre contre la Russie. Elle sait qu'elle risque de perdre sa marine. Elle, qui a la première force militaire navale, si elle déclenche une guerre contre la Russie, elle va devenir la dernière force navale du monde. Parce que ses porte-avions seront neutralisés. La Russie va prendre un coup dur, je n'en disconviens pas. Mais ces porte-avions-là vont être détruits sur les différentes mers, vont rentrer au fond de l'eau. Et s'ils n'ont plus de porte-avions, ils deviennent quoi? Mais ils vont prendre quoi pour faire la loi sur les pays du monde? C'est à cause des mers qui sont forts, qui contrôlent les mers, les sorties et les entrées. Voilà pourquoi ils sont la première force militaire du monde. Mais si leur porte-avions, leur navire de guerre rentre au fond de l'eau, l'Amérique n'est pas un pays continental. Donc du coup, ils deviennent une force régionale. Force militaire régionale. En Amérique, là-bas, ils vont régner. Or, la Russie va maintenir son rang, puisque la Russie est un grand pays. 17 millions de kilomètres carrés. Ça quitte de l'Asie jusqu'à l'Europe. Donc, ils vont garder toujours leur force militaire. D'où la peur des Américains à ne pas titiller la Russie, à ne pas déclencher une guerre directe avec la Russie,
Mais il passe par l'Ukraine de façon interposée. Et au grand jour, vous avez déjà vu l'Amérique, les Américains. Depuis que Poutine menace, avez-vous déjà vu les Américains menacer Poutine? On va combattre la Russie officiellement, nous allons livrer une guerre officielle. Non, au contraire, eux disent non, nous ne sommes pas en guerre. Et que ne parlons pas de guerre nucléaire, ce n'est pas bon, ça ne peut pas arranger quelqu'un, personne ne peut sortir victorieux. La première fois que les Américains reconnaissent que s'il y a eu une guerre nucléaire, eux là, ils ne vont pas sortir victorieux. Et que tout le monde va perdre. Mais face à la Chine, ils ne disent pas ça. Hein. Ils disent qu'ils sont prêts à aller au charbon. Mais face à la Russie, ils disent non, nous ne voulons pas une guerre nucléaire avec la Russie parce que personne ne peut gagner. Et donc là, avec la Russie, ils reconnaissent que personne ne peut gagner. Personne ne peut gagner. Et ils sont conscients. Avez-vous déjà vu les Américains, dans ces temps-ci, dire que non, on va frapper la Russie? Nous allons... Ah, tiens. S'ils pouvaient attaquer la Russie, mais il y a longtemps, ils auraient déjà attaqué la Russie. Vous ne connaissez pas les Américains. C'est des gens, ils sont chauds. Faut pas, ils vont dire la Russie, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Est-ce que partout ils interviennent, ces pays-là sont membres de l'OTAN avant d'intervenir? Quand ils interviennent partout dans le monde pour s'aimer la démocratie, ces pays font partie de l'OTAN. L'Ukraine, je dis l'Ukraine, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, en passant par le Vietnam et tout ça, la Somalie. C'était des pays membres de l'OTAN qui avaient été attaqués. Non, mais je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que ces pays ils avaient attaqué un membre de l'OTAN avant qu'eux ils interviennent? Ils interviennent parce qu'ils sont convaincus que ces pays-là ne peuvent rien faire. Mais face à la Russie, ils savent que la Russie n'est pas un petit morceau. Même les 40 pays réunis, ils ne parlent pas d'un affrontement militaire direct avec la Russie. Ils disent non, nous ne sommes pas en guerre. On aide simplement les Ukrainiens. Donc nous ne faisons pas la guerre à la Russie. Nous ne voulons pas la guerre. Donc, vous comprenez, malgré qu'ils sont dans une position de force de coalition de 40 pays, ils pèsent leurs mots. Ils font très attention parce qu'ils comprennent qu'avec la Russie, ce n'est pas un petit morceau. Si c'était la Chine ou l'Iran, mais il y a longtemps, ils vont se montrer. Ah, on va bombarder. Ils allaient... Est-ce que vous voyez les Américains mettre des porte-avions au large des côtes russes? Avant la guerre de l'Ukraine, ils se permettaient de mettre des avions, des bateaux, des navires de guerre là-bas. Mais depuis que la guerre s'est déclenchée là, est-ce que vous les voyez approcher les navires là-bas? Non. Poutine a dit, il ne faut pas. Il va voir un pays approcher un navire de guerre dans un périmètre bien défini. Que s'il y a un navire de guerre, c'est comme si ça menaçait la sécurité de la Russie. Il va détruire. Est-ce que vous les voyez approcher les côtes russes? Non. Avant, les Anglais, ils provoquaient, ils envoyaient des navires de guerre dans l'eau, hein, dans la mer Noire, ils provoquaient les Russes, et puis depuis que la guerre s'est déclenchée, avez-vous déjà vu un pays occidental envoyer un navire de guerre là-bas pour dire on va les provoquer? Ils ne le font pas. Parce qu'ils savent que là, Poutine ne joue plus. S'ils envoient un navire de guerre, il va voir ça comme une menace, il va détruire. Donc, ils ne le font pas. Est-ce que vous les voyez décoller des avions pour aller sur le territoire ukrainien? Il leur a fait comprendre que si jamais un pays européen utilisait ses avions de guerre pour décoller d'un pays européen pour aller sur le territoire ukrainien, il va considérer ce pays comme belligérant et donc il va frapper ce pays. Il n'a pas dit que ce pays fasse partie de l'OTAN ou pas. Il dit qu'il va frapper ce pays et si ça doit dégénérer, ça va dégénérer. Qu'est-ce que les Américains font? Ils n'envoient pas des avions directement, ils envoient des pièces détachées. Et pour permettre aux Ukrainiens de réparer les avions qui étaient gâtés, pour permettre à ces avions de voler encore. Maintenant, les drones qu'ils envoient là, ils démontent ces drones-là, ils mettent ça dans des conteneurs pour aller arriver là-bas, et puis ils remontent ces drones, et puis ça prend de l'envol. Ces drones ne quittent pas, étant intacts déjà, qui volent les pays occidentaux pour rentrer en Ukraine. Non. Si ça fait ça, c'est comme s'ils sont co-belligérants. Donc, il y a des limites. Tout ce qu'ils font là, tout est calculé. Tout est calculé. Tout est calculé. Donc, les Russes, eux là, ils peuvent continuer pendant longtemps. Hein. Ceux qui pensent qu'ils vont s'affaiblir, c'est du n'importe quoi. La Russie peut maintenir cette guerre pendant longtemps. C'est chaque jour qui passe là, l'Ukraine va se décimer.
C'est-à-dire ils vont prendre une partie de l'Ukraine et ça va agrandir la Russie. Et c'est ce que les Ukrainiens ne comprennent pas. Ils disent on va gagner, on va gagner. Vous allez gagner et puis vous perdez, des territoires chaque jour qui passe. Mais ils sont convaincus on va gagner, on va gagner. Et ils vont rester dans leur narratif de gagner, gagner. Et à un moment donné, ils vont constater que non, la Russie a grignoté une très grande partie de l'Ukraine. Et c'est là maintenant ils vont dire on négocie. Poutine va dire non, écoutez, on ne peut plus négocier ce territoire, ça fait partie dorénavant de la Russie. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ah, on va faire la guerre. Mais si vous faites encore, il va continuer à grignoter encore. Donc ils vont dire on ne veut pas, on ne veut pas. Nous contestons et puis ça va se limiter là. Nous contestons, ça va gérer la situation et les gens vont faire leur vie. Et ça n'ira nulle part. Personne ne va venir les libérer là-bas. Chasser les Russes pour dire on prend une décision militaire, c'est impossible. Même dans leurs rêves les plus fous. Ils ne peuvent jamais. Donc c'est ça, les Ukrainiens, ils ne comprennent pas l'enjeu. Ils ne comprennent pas l'enjeu. Les Américains veulent les surendetter. Et quand la guerre va finir, ils vont dire payer notre argent. Donc, chacun a trouvé son business en Ukraine. Ils vendent des armes à crédit. Quand ça va se stabiliser, après, ils vont tout payer nous. Et quand ils n'auront pas d'argent pour payer, alors ils vont envahir le pays pour occuper les points stratégiques. Les entreprises, tout. Ils vont piller le pays pendant 30 ans. Et les Ukrainiens vont vivre la misère. Parce que les zones qui seront sous contrôle russe, la Russie ne va pas payer crédit. Hein. La Russie va dire, c'est pas moi, je n'ai pas pris crédit. La Russie ne va pas payer crédit des armes que les Occidentaux livrent. Donc, c'est peine perdue déjà. Et économiquement parlant, les Asiatiques soutiennent les Russes. Le pétrole monte, le prix du pétrole, du gaz monte. Maintenant, concernant le gaz, parce que il faudrait que ça soit clair. Les Occidentaux disent que non, la Russie fait du chantage au gaz et que ça ne va pas passer. Et que le gaz est devenu maintenant une arme politique. Et les Russes utilisent le gaz pour faire du chantage aux Occidentaux. Mais ça, c'est de l'hypocrisie et une grande idiotie. Une ignominie totale. Pourquoi je le dis? Parce que je suis navré de voir des Occidentaux tenir de tels trucs à propos. Et il y a d'autres Africains. Oui, Poutine utilise le gaz pour faire trier. C'est pas normal. Mais écoutez, qui a fait du chantage d'abord à qui? Je pose la question. Qui, au début, a fait du chantage à qui? Mais ce sont les Occidentaux. Non seulement ils ont fait, premièrement, le chantage du dollar, de l'euro. Parce qu'ils ont dit, le dollar et l'euro ne seront plus utilisés par la Russie. Ils ont sanctionné la Russie, ils ont enlevé la Russie dans le système SWIFT. Donc c'est un chantage monétaire. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire ils ont utilisé la monnaie, le dollar, et le système SWIFT utilisé par le monde entier pour faire du chantage économique à la Russie dans le seul but de détruire l'économie russe. Donc c'est du chantage parce que ce n'était pas inclus dans les accords que non. Si deux pays sont en guerre, alors il faut chasser un pays dans le système SWIFT. Sinon, la France allait quitter le système SWIFT. D'autres pays allaient quitter le système SWIFT, non. Mais avec la Russie, ils ont fait du chantage monétaire. En dehors de ça, ils ont fait du chantage gazier. Ce n'est pas un matin, midi, soir, non, on va sanctionner le gaz et le pétrole russe. Qui a dit ça pour la première fois? Que non, la Russie gagne de l'argent grâce à son hydrocarbure. Et même le président ukrainien, il dit non, coupez le gaz, coupez le pétrole russe, ne payez plus ça. Vous allez asphyxier l'économie russe. Donc c'est eux qui font du chantage du gaz. Parce que pour eux, la Russie survit grâce au gaz et au pétrole. Et donc, il faut sanctionner le gaz et le pétrole. C'est eux, matin, midi, soir, qui faisaient ce chantage. Et ils disent non, nous allons changer de partenaire, on va sanctionner la Russie, on va aller vers le gaz américain, c'est-à-dire le gaz de schiste américain, ils vont nous livrer en gaz, on va chercher d'autres partenaires, on ne veut plus du gaz russe. Donc c'est eux qui faisaient du chantage aux Russes concernant le gaz. Il faudrait que ça soit clair. Et en dehors de ça, c'est-à-dire la Russie livre son gaz, eux ils doivent payer. Quand ils payent en euros, ils disent, bon, comme il y a eu une sanction sur la Russie, interdisant la Russie d'utiliser l'euro, ils confisquent encore l'argent. C'est-à-dire, la Russie leur livre le produit, ils prennent le produit et ils donnent l'argent à une banque européenne, c'est-à-dire la Banque centrale européenne. Mais puisqu'ils ont interdit à ce que la Banque européenne, la Banque centrale européenne, coopère avec les banques russes
parce qu'ils ont sanctionné la Russie à ne pas utiliser l'euro et à ne pas utiliser le dollar. Donc la Banque centrale européenne confisque l'argent. Donc ce qui veut dire que la Russie livre le gaz et le pétrole gratuitement aux Européens. Est-ce que vous comprenez le système? Donc eux, ils sont là, ils disent qu'on a signé un contrat. Il faudrait que les Russes respectent ce contrat. Mais en même temps, eux-mêmes, ils vont contre le contrat parce que dans cette histoire de contrat, ils n'ont pas dit il faut confisquer les avoirs russes. Ils ont confisqué 300 milliards. Et le gaz et le pétrole que la Russie donne tout le temps, ils confisquent l'argent. Ils prennent le pétrole, ils font ce qu'ils veulent, ils prennent le gaz, ils ne veulent pas donner l'argent. Donc la Russie a dit non, 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 nous ne pouvons pas être des enfants de cœur. On ne peut pas livrer notre gaz et le pétrole gratuitement à l'Europe. Et en retour, on reçoit des sanctions, on reçoit des pressions. Vous livrez des armes à l'Ukraine et nous, on vous alimente en énergie, vous développez vos armes, vous développez votre économie et vous voulez nous asphyxier. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, Poutine a mis un mécanisme sur pied, disant que bon, pour éviter que la Russie donne gratuitement son gaz et son pétrole. Et en échange, les Européens bloquent encore l'argent qu'ils devraient donner aux Russes via la Banque centrale européenne. La Russie a dit, bon, dorénavant, vous allez payer en roubles. Là, vous n'allez plus confisquer l'argent. C'est-à-dire, vous me dites combien de mètres cubes de gaz vous voulez. Quand vous allez passer la commande, vous payez d'abord en roubles. Et la Russie a déjà l'argent en main. Ensuite, la Russie vous livre le mètre cube que vous voulez. Les Européens ils disent non, pas question. Qu'ils ne veulent pas payer en roubles. Vous comprenez? Ils disent non, qu'eux, ils ne vont pas accepter le chantage de Poutine. Que c'est un chantage. Mais quel chantage? Vous prenez les produits de trucs du monsieur, vous faites ce que vous voulez, en retour, son argent, vous confisquez ça encore. Et vous dites que ça rentre dans les sanctions. Donc, pour ne pas violer les sanctions de l'Union européenne, vous ne pouvez pas payer. Et lui, il n'a qu'à vous donner gratuitement. Donc, Poutine a dit, bon, si vous ne voulez pas payer ça en roubles, ceux qui vont refuser de payer en roubles, je coupe le gaz chez eux. Il a été clair. En masse. Et il leur a dit, je vous donne jusqu'à fin avril. Ceux qui ne vont pas vouloir payer, je coupe le gaz. La Pologne et je ne sais pas si c'est la Bulgarie, on dit qu'ils ne voulaient pas, ils ne payaient pas. Ils n'allaient pas payer le gaz russe en roubles. Et qu'eux, ils allaient continuer à payer en euros. Sachant bel et bien que s'ils payent en euros, la Banque centrale européenne va bloquer les euros pour faire retourner ça aux pays qui ont payé. Donc, ça veut dire c'est un jeu de cache-cache en fait. C'est-à-dire, ils payent en euros. Ils font comme s'ils payent, mais la Banque centrale bloque l'argent et renvoie ça au pays qui a payé. Et donc, en réalité, ils ne payent rien. Et ils prennent le gaz, ils payent le pétrole. Est-ce que vous comprenez leur manège? Donc, Poutine a dit, bon, si vous ne voulez pas payer, si c'est le cas, je coupe le gaz. Donc, Poutine a coupé le gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Je ne sais pas si c'est la Bulgarie. Non, ce n'est pas Roumanie. C'est à la Bulgarie. Donc, Poutine a coupé le gaz là-bas, dans ces deux pays. Et a dit, d'ici fin avril, si d'autres pays ne veulent pas payer en roubles, il va encore allonger la liste. Donc, du coup, il crie, c'est inadmissible, inacceptable. Pourquoi ce chantage gazier? Poutine utilise le gaz comme un truc. Mais c'est eux qui voulaient quitter le gaz aux Russes. Maintenant, la Russie les aide à quitter le gaz. Ils se plaignent encore. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Eux, ils disaient que non, ils ne veulent plus dépendre énergiquement parlant de la Russie. Ils veulent se retourner vers d'autres États. Maintenant, Poutine dit, bon, payez ça en roubles. Vous dites, non, 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 nous, on ne veut plus, on veut être indépendant. Mais il vous coupe maintenant le gaz, vous vous plaignez encore. Pourquoi il coupe? Pourquoi il coupe? Je n'arrive pas à comprendre. Voilà, c'est la Bulgarie. La Bulgarie et la Pologne. Il a coupé. L'Autriche et la Hongrie ont accepté de payer en roubles. Donc, pour eux, là, ça va continuer. Je pense que les Allemands sont en train de... La Grèce. La Grèce aussi utilise le gaz russe. Et donc, Poutine leur a fait comprendre, ils ont eu une réunion urgente pour mettre un système sur pied pour payer le gaz russe en roubles. L'Italie a déjà créé un compte à Gazprom Bank.
Les Italiens qui criaient non, nous on ne veut plus dépendre du gaz russe, c'est l'Algérie. Atia, ils ont créé compte, ils ont dit que non, ils vont payer le gaz russe en rouble. Donc, ne voyez pas ce qu'ils vous disent sur les médias. Ils crient, on est prêt, on s'est préparé. Mais quand Poutine frappe, après ils crient, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? En réalité, ils ne sont pas prêts. Ils communiquent pour la population, mais dans le fond, ils n'ont pas d'autre voie. Il y a une seule voie, le gaz russe. Ils ne peuvent rien faire d'autre que de payer le gaz russe. Parce que s'ils ne veulent pas payer, c'est leurs industries qui vont s'affaiblir, qui vont être détruites. Et ils comprennent. Ils sont obligés de payer le gaz russe en rouble. La France aussi a créé son compte bancaire à Gazprom. Gazprom Bank. Donc, la France qui disait, nous on ne dépend pas de la Russie. Ah, c'est 17% seulement. 17% seulement. Non. Eux là, ils ont ouvert un compte bancaire. Donc, c'est clair. Ils vont bocaquer pour finir, ils vont accepter ce que Poutine leur demande. Ce qui affaiblit le dollar et l'euro. Si on se laisse, c'était l'incontournable guerre, compris. On est ensemble.